Donc bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour une nouvelle conférence du CFA Sub de l'IGS en visio. Alors nous accueillons aujourd'hui Madame Sissoko, Madame Sissoko qui est entrepreneuse et qui va intervenir sur le thème du mindset et de l'entrepreneuriat. Donc Madame Sissoko, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de nos étudiants, et je vais maintenant donner la parole à Iseta qui va animer cette conférence aujourd'hui. Bonsoir à tous. Donc je suis ravi d'être avec vous ce soir, et je vous remercie d'avoir pris ce temps-là d'être avec nous. Donc pour présenter un petit peu mon groupe, il y a moi-même, donc Aïssita Sissoko, Sarah Benlala, Inès Benlala et Véronica Bacana, avec qui on a pu donc porter un petit peu l'organisation de cette conférence à bout de bras. Et donc Madame Sissoko, que je vais laisser se présenter à l'instant, et que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté cette invitation. Super, merci beaucoup pour l'introduction, et bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravi d'être là. Je le dis pas par politesse, je le dis vraiment parce que vous allez le comprendre au travers de ma présentation, que intervenir auprès d'étudiants qui sont en train de construire leur avenir et qui sont en train de décider la direction vers laquelle ils veulent tendre. Moi, c'est important pour moi de pouvoir intervenir à ce stade-là, parce que j'aurais aimé qu'on intervienne et qu'on vienne me parler d'entrepreneuriat et qu'on puisse me montrer la voie vers laquelle j'ai toujours été faite. Donc moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir intervenir auprès de vous aujourd'hui. Donc voilà. Donc moi, je suis née à Calais, j'ai 37 ans. Je suis entrepreneuse depuis 4 ans. Et donc, j'ai deux activités. J'ai une marque de prêt-à-porter éco-responsable pour bébés, donc qui s'appelle Missalia, dont le concept est d'allier le style et la responsabilité sociétale et environnementale, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer des vêtements pour enfants en respectant la planète, en respectant leur santé, et puis sans pour autant arrêter de s'habiller. Et puis, je développe aussi de plus en plus une activité dans le coaching et la formation qui s'appelle Lead Your Life, et au travers de laquelle j'entraîne les porteuses de projets, les femmes principalement, à muscler leur mental et à déceler leur zone de talent pour qu'elles puissent entreprendre dans une activité qui leur ressemble, avec laquelle elles sont alignées. Parce qu'avant de monter un projet, avant d'entreprendre un projet, c'est d'abord nous, en tant qu'entrepreneurs, qui entreprenons notre vie. Et l'idée, c'est de voir sur quelles ressources on s'appuie pour pouvoir le mettre au service de notre projet. D'accord. Et justement, par rapport à ce que vous venez de nous détailler là, qu'est-ce qui vous a poussé en quelque sorte à faire ces projets, je dirais? Alors, ce qui m'a poussé à faire ces projets, c'est que j'ai toujours été soucieuse de comment est-ce qu'on emmène les plus jeunes générations à avoir une façon de penser consciente, une façon d'agir consciente, une manière d'apporter à d'autres personnes de manière à pouvoir se développer de la meilleure des manières. Donc, moi, je suis issu d'une grande famille, d'accord. On est 15 enfants, et puis moi, je suis la troisième. Et puis, j'ai toujours eu ce souci depuis toute petite de pouvoir m'occuper de mes frères et sœurs, de pouvoir les aider dans leur scolarité, de pouvoir les aider à mieux avancer. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte en grandissant qu'il y avait ce besoin-là, en fait, il y avait ce souci de savoir, en fait, qu'est-ce que moi je peux laisser, qu'est-ce que moi je peux apporter à des jeunes générations, et qui pourraient être exemplaires. Et pour ça, il fallait savoir, il fallait comprendre qu'est-ce que moi j'avais envie d'apporter au monde, en fait. Et pour moi, l'impact, il commence dès le plus jeune âge. Donc, d'où la marque de prêt-à-porter Bio pour bébé. On sait comment s'habiller de façon éthique quand on habitue les enfants très tôt à pouvoir s'habiller d'une certaine manière. Si je fais le parallèle avec ma structure de formation,
Et par rapport à ma présence aujourd'hui, plus on est conscient tôt de ce qu'on a envie de faire, plus on va mettre des actions en place pour pouvoir faire ce qui nous ressemble et pas ce que quelqu'un d'autre va nous influencer à faire. Et puis, c'est un peu le dénominateur commun de tous ces projets. Évidemment, donc justement en parlant de ce qu'on nous impose un petit peu, de faire ou non, on a souvent tendance à entendre donc, pour avoir un bon travail, admettons, si j'utilise les mots que la société utilise actuellement, il faut faire beaucoup d'études, donc un petit peu comme on fait. Mais, aujourd'hui, comme la plupart des étudiants présents maintenant veulent plus tard entreprendre, est-ce que vous avez fait en fait, des études particulières pour pouvoir, tenir, à bout de bras ces projets-là? Alors, moi, de base, comme je l'ai expliqué, j'aurais préféré qu'on parle d'entrepreneuriat plus tôt parce que je pense que je ne me serais pas forcément orienté vers un parcours en banque, parce que c'est principalement dans le milieu de la banque que j'ai travaillé. Moi, je suis diplômé d'une licence en commerce international et la scolarité, pour être totalement transparente, moi, je l'ai pas très bien vécu, on va dire, malgré les apparences. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui suis concrète, je suis quelqu'un qui a besoin d'expérimenter sur le terrain. Et la scolarité, telle que moi je l'ai vécue, était trop théorique. C'est beaucoup d'informations qu'on ingurgite et qu'on n'applique pas concrètement sur le terrain, alors que c'est ce qu'on vit sur le terrain qui compte. Et moi, en fait, j'ai un peu fait au feeling au niveau des études et j'ai suivi là où j'avais de l'appétence, c'est-à-dire au niveau des langues, au niveau du commerce. Et puis, je suis diplômé d'une licence en commerce international. Je dirais pas, enfin, je peux pas dire que je n'étais pas là où je voulais être, mais par contre, je n'étais pas complètement non plus là où j'avais vraiment une appétence et quelque chose qui me motive vraiment. Mais par contre, je ne peux pas nier que les études que j'ai faites me permettent aujourd'hui de mener à bien mes projets. C'est-à-dire que cette ouverture que j'ai au niveau du commerce international me permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit quand j'accompagne les gens, par exemple. Moi, quand j'ai créé ma marque, quand on voit les motifs, il y a une certaine diversité en termes de culture, par exemple. Et tout ça, c'est lié à là où moi j'ai une sensibilité et j'ai pu le développer en prenant en compte mes études, comment est-ce qu'on gère la logistique, comment est-ce que... c'est-à-dire que même si les études n'étaient pas liées à ce que je fais aujourd'hui, je peux tirer des compétences que j'ai développées pour le mettre au service d'un autre projet. On peut toujours tirer le meilleur de tout selon ma conviction. OK. Et du coup, à l'âge où nous on a actuellement, donc ça veut dire quand vous aviez la vingtaine, quelles étaient vos aspirations, professionnelles? Alors, c'est marrant, à l'âge, parce que c'est l'âge où j'étais le plus perdu, je crois. Euh, j'étais à la fac et en fait, il faut savoir que j'ai une licence pro, donc c'est 3 ans normalement. Moi, j'ai mis 7 ans à l'avoir parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Et à ce moment-là, par contre, ce que je faisais, c'est que je faisais du sport, j'étais dans le domaine du taekwondo. Et c'était plus ça, en fait, vers lequel j'étais focalisé parce que je m'entraînais à un certain niveau. Je suis allé jusqu'à la ceinture noire et j'ai été championne de France de taekwondo. Et entre-temps, j'ai été blessé aussi. Donc, j'ai connu 2 grosses blessures au genou, donc avec des opérations, avec de la rééducation. Donc, on va dire que les à côté de l'école m'ont bien occupé. Mais ce qui était intéressant, c'est que les blessures m'ont permis de me remettre en question en fait sur OK, qu'est-ce que je veux concrètement? Parce que comme je m'en sortais bien au niveau du taekwondo, il y avait des possibilités de rentrer en équipe de France. Mais la question, c'était de se poser, est-ce que c'est ça que je veux en fait? Là, je n'ai pas commencé, j'ai déjà 2 blessures. Est-ce que avant même d'avoir commencé, je vais me lancer dans quelque chose où je vais avoir encore beaucoup de blessures et où en plus, on ne gagne pas forcément d'argent? Parce que ça, c'est quelque chose qui était clair, par exemple, pour moi, c'est que ce que je mets en place doit être rentable en fait. Il doit y avoir un retour. Et ça, par contre, c'était très clair pour moi. Et voilà, quand je me suis projeté en me disant, OK, où est-ce que ça peut m'emmener? Je voyais que c'était limité. Et moi, j'avais toujours cette envie de concrétiser mes études et de pouvoir partir à l'étranger. Et j'ai préféré suivre cette voie-là.
Et donc, voilà. Mais il y avait beaucoup de remises en question à cet âge-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est normal, en fait. C'est normal, et de toute façon, même à 35 ans, même à 40 ans, en fait, il y a des remises en question tout le temps. Et je pense qu'il faut l'accepter, pas se culpabiliser, pas penser qu'on est perdu, pas penser que… mais c'est vraiment de prendre le temps de s'écouter et de voir qu'est-ce que la situation dans laquelle on est nous permet de comprendre sur voilà, là où on en est, là où, ce qu'on veut, et faire ce qu'il faut pour se réorienter ou pas. OK, je comprends. Et du coup, là, parce que vous nous avez parlé un petit peu vaguement donc de votre, concept Lead Your Life, mais, c'est quoi exactement la nature, concrète de ce projet-là? Alors, la nature concrète, donc, comme j'expliquais, donc c'est une structure au travers de laquelle moi j'entraîne les femmes à devenir plus résilientes, c'est-à-dire à devenir plus résistantes quand elles développent un projet entrepreneurial. Parce que l'entrepreneuriat, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne se lance pas parce que c'est drôle, parce que c'est marrant, parce que c'est… L'entrepreneuriat, en fait, c'est un parcours qui est difficile, s'il faut être transparente, mais pour moi, qui est accessible à tous, à partir du moment où on comprend qu'est-ce qui nous motive à développer un projet, qu'est-ce qui nous motive, mais profondément. Voilà, dire qu'on a envie d'aider les gens dans le monde. Tout le monde veut aider les gens dans le monde, et tout le monde a un impact sur les autres personnes, mais ceux de manière différente. Par contre, c'est important de comprendre qu'est-ce qui nous motive profondément à développer notre projet. Et donc, moi, j'accompagne ces personnes-là, avant qu'elles se lancent, à comprendre pourquoi est-ce qu'elles veulent entreprendre. Donc, on va chercher vraiment loin, on va chercher même dans l'enfance. Moi, je suis remonté jusqu'à l'enfance pour vous expliquer pourquoi est-ce que je suis là. On travaille aussi le mindset, c'est-à-dire quels sont les freins à l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qu'on appréhende au travers de l'entrepreneuriat, et comme ça, on peut déconstruire ces freins. Et ensuite, c'est de se dire, OK, je sais qu'il y a des freins, je peux les lever, et c'est de savoir avec quelles ressources je peux avancer, parce qu'on a tous des talents, on a tous des passions, on a tous des choses qui sont ancrées en nous, on a des valeurs, et c'est comment est-ce qu'on s'appuie sur ça, sur ce qu'on a déjà, sur ce qu'on sait déjà faire, pour aborder ce qu'on ne sait pas faire. Parce que dans l'entrepreneuriat, on va avoir tendance à regarder, OK, tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'on ne maîtrise pas, il y a un gros stress qui monte. Et l'idée, c'est de revenir à soi et de se dire, OK, peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas faire, peut-être que je ne connais pas l'environnement dans lequel je suis, mais par contre, mon parcours m'a permis de développer ça et ça et ça et ça et ça. Donc ça, je peux les utiliser pour les mettre au service de mon projet, et du coup, j'accompagne ces femmes dans ce sens. À côté de ça, j'accompagne aussi en prise de parole en public, parce que j'ai remarqué que c'est un gros frein qu'il y a chez tout le monde, un peu de façon générale, mais beaucoup aussi chez les femmes, parce que d'un point de vue société, voilà, la femme est encore en train de chercher sa place, et il y a des croyances qui sont là et qui font qu'elles ont du mal à se positionner. Et l'idée, c'est de les accompagner à oser prendre la parole, à être inspirantes, à s'accepter comme elles sont, et à croire au fait qu'elles ont leur place. Et ça passe par la manière dont on prend la parole quand on se présente à d'autres personnes. Voilà. D'accord. Et justement, par rapport aux connaissances dont vous nous avez parlé tout à l'heure, là, voilà, vous nous avez expliqué un petit peu, donc, les connaissances enfin, qu'on devait forcément avoir ou non pour entreprendre. Mais quand, on va se positionner d'un point de vue un peu juridique, parce que c'est important de savoir des éléments par rapport à ça. Donc vous avez vous avez opté pour quel statut juridique, pour votre société, notamment, Missalia Bio? Alors, Missalia Bio, moi, je suis en ce qu'on appelle SASU, donc c'est la SAS, mais quand on est seul. Et si je prends l'exemple, par exemple, de Lead Your Life, en fait, moi, je suis en auto-entreprise. Et si je peux apporter mon avis là-dessus, c'est que ce n'est pas le plus important quand on se lance. Au début, ce OK, n'est pas le plus important quand on se lance. C'est vrai que c'est le premier questionnement, mais le statut juridique qu'on va déposer va couler de source à partir du moment où on est au clair sur tout ce dont j'ai parlé avant, sur qu'est-ce qu'on a envie d'apporter comme valeur. C'est le plus important, en fait, c'est déjà qu'est-ce qu'on a envie de proposer comme solution par rapport à une problématique en face. C'est ça qui est le plus important, et de s'assurer qu'il y a une activité, qu'il y a un business. Moi, j'invite vraiment les gens à toujours aller tester d'abord.
C'est-à-dire que je ne suis pas du genre à aborder les choses de façon trop théorique. Moi, je suis vraiment quelqu'un du terrain, je suis vraiment quelqu'un de la pratique et je suis vraiment quelqu'un du test. Et c'est ce en quoi je crois. Et moi, j'amène les entrepreneurs à d'abord aller tester, à d'abord aller voir déjà si c'est fait pour eux. Parce que on ne sait pas si c'est fait pour nous ou pas. Et c'est en testant. Enfin, en tout cas, si on aime, on aime tout ce que l'entrepreneuriat implique, et c'est d'aller tester pour voir, en fait, concrètement, est-ce qu'il y a un marché, est-ce que ça plaît, quels sont les retours, etc. Et ensuite, de se poser d'un point de vue structure pour voilà, savoir quel statut, etc. Parce que ça dépend, est-ce qu'on est avec des gens, est-ce qu'on n'est pas avec des gens. Tout ça, on l'apprend aussi sur le terrain. Les personnes dont on doit s'entourer, tout ça, c'est sur le terrain qu'on le capte. Et donc, moi, j'invite vraiment les personnes d'abord à voir quel type de projet ils veulent développer, voir s'il y a un marché, et après de se poser la question du statut juridique. Et il y a le statut auto-entrepreneur pour commencer, pour être dans les règles, bien évidemment, qu'on peut déposer très facilement et on peut déjà vendre au travers de ce statut-là. Et puis, dès qu'on sent qu'on est sûr, après, là, on peut voir quelle structure juridique, quelle société on peut déposer. En tout cas, ça, c'est mon conseil. OK. Et justement, par rapport à ça, c'est quoi les risques à prendre donc avant d'entreprendre? Ça dépend. Ça dépend. Je pense que le risque le risque principal que je dirais, en fait, c'est le risque que ça se passe pas comme on veut, en vrai. Je pense Mmh. que c'est le seul risque, en fait, qui me vient là comme ça, parce que quand on parle de risque, c'est plus, OK, on veut faire des choses, mais on n'est pas sûr de comment ça va se passer. Voilà. Mais le problème, c'est que cette réponse-là, on ne l'aura pas tant qu'on n'aura pas testé. Personne aujourd'hui ne peut prédire l'avenir. On peut juste avoir une vision de ce qu'on veut faire et tester pour voir voilà, est-ce que ça nous parle ou pas. Et c'est pour ça que je disais de d'abord tester avant de s'engager dans des dépenses, parce que statut société, il y a des dépenses quand même. Mmh. Et voilà, on paye un comptable, il y a des frais en tout cas. Et avant de se lancer dans ces frais, pour moi, c'est d'être plus dans l'expérimentation et puis d'accepter que, voilà, que les choses ne se passeront pas comme on veut, et puis qu'on se, qu'on Savoir se, l'accepter. voilà, si on s'adapte en fait. OK, donc il y a une réelle question de mindset, à laquelle on va pouvoir sur laquelle on va pouvoir se focaliser juste après. Mais justement, en parlant donc des frais, vous m'amenez sur la la prochaine question, en fait, qui est, est-ce que quand on entreprend, en fait, on a le droit à certaines aides ou non? Et si oui, lesquelles? Ouais, il y a beaucoup d'aides, surtout en ce moment. Il y a beaucoup d'aides parce que l'entrepreneuriat, elle va en poupe en ce moment, en France notamment. Et justement, il y a il y a beaucoup de structures d'accompagnement qui nous accompagnent déjà dans le développement de notre projet, et qui nous met à disposition des experts et qui nous forment aux principales choses à savoir dans l'entrepreneuriat. Et après, il y a des aides financières, mais qui viennent quand on a déjà un projet qui est structuré. Quand on a déjà un projet qui est structuré, donc on peut aller lever des subventions derrière. Après, c'est quelque chose ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut Mmh. monter des dossiers, il faut aller convaincre. Donc, il faut s'assurer que notre projet nécessite vraiment d'aller lever ce genre de fonds. Et il y a aussi des structures comme l'ADI ou Réseau Entreprendre qui peuvent, par exemple, nous prêter de l'argent. Voilà, nous Mmh. prêter de l'argent et qu'on rembourse au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, il y a énormément de structures qui peuvent accompagner les entrepreneurs, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan du développement en termes de connaissances, de savoir, de mise en réseau aussi. Il faut regarder en fait les réseaux qui s'organisent et auxquels on peut appartenir pour rencontrer des gens. Ça, c'est important dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, il y a pas mal de choses et c'est important d'aller évoluer dans l'écosystème. Par exemple, chaque année, il y a le salon des entrepreneurs où il y a tous les acteurs justement de l'entrepreneuriat qui sont là. Et c'est intéressant d'y aller pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'univers de l'entrepreneuriat à proprement parler. OK, merci. C'était clair.
Et donc en ce qui concerne l'entrepreneuriat même, c'est une question qui peut paraître un petit peu bateau, mais c'est quand même bien de le redéfinir. Comment vous définirez en fait donc l'entrepreneuriat globalement? Bah, je l'avais un petit peu dit, tout à l'heure. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est d'abord entreprendre sa vie. Voilà, OK. c'est OK, je suis dans une situation, je me rends compte que la situation dans laquelle je suis ne me convient pas, voire, c'est une situation dans laquelle, voilà, je ressens un manque. Moi, je vais plus loin, en fait, quand j'accompagne les entrepreneurs, c'est-à-dire que je vais aller chercher vraiment la frustration parce que c'est ça qui nous fait vraiment bouger. En fait, quand c'est juste: «Oh là là, ça me saoule un petit peu», c'est pas ça qui fait bouger concrètement. Ce qui nous Mmh. fait bouger concrètement, c'est: «OK, là, la situation dans laquelle je suis, elle ne me convient pas du tout». Et je peux pas et je me sens pas de rester plus longtemps que ça dans cette situation. Et c'est à partir de ce moment-là, en tout cas quand on choisit d'écouter en fait cette frustration, et ben, c'est à partir de ce moment-là où on commence à entreprendre des choses. C'est à partir de ce moment-là où on commence à chercher des solutions pour pouvoir, bah, changer notre condition et mettre des choses en place et que, on suit une certaine vision. Moi, je travaille sur cette partie-là parce qu'avant tout, c'est ça avant que ce soit un projet entrepreneurial. Parce que quand je parle d'entreprendre sa vie, bah, on aurait très bien pu, enfin, il y a des gens qui choisissent de créer une structure d'entreprise parce que c'est la manière qu'ils ont vue comme étant la plus pertinente pour répondre à leurs besoins. Mais après, on peut choisir, par exemple, de faire un tour du monde. Si c'est ça la réponse qu'on a trouvée, un tour du monde, ça s'entreprend, ça s'organise, il y a une sortie de zone de confort, on prend des risques aussi. Ça peut être beaucoup de choses qu'on entreprend et qui ne sont pas forcément de créer son entreprise, mais en tout cas, si c'est créer une entreprise, il faut savoir que c'est une manière de répondre à un besoin qui est plus profond, comme j'expliquais tout à l'heure. OK, d'accord. Et en ce qui concerne donc l'entrepreneuriat, est-ce qu'il existe, plusieurs types d'entrepreneuriat ou non? Et si oui, ben, lesquels? Ouais, ça, c'est une question qui est intéressante. Bah, c'est un peu comme je l'ai expliqué là, comme à partir du moment où on choisit d'entreprendre quelque chose, il y a plein de façons. Si on parle de structure d'entreprise, ça dépend vraiment de la nature du projet. Ça dépend vraiment Mmh. de la nature du projet, ça dépend, de l'entrepreneur et de sa sensibilité. Hem, voilà, il peut y avoir des entreprises qui sont, voilà, qui sont voués à chercher la rentabilité et donc ce sera une structure d'entreprise à proprement parler. Il y a des gens, peut-être que ça va être une association qui sera plus pertinente parce que, bah, au vu de l'impact qu'ils ont, ils vont en chercher à lever des fonds auprès des collectivités, auprès au niveau de l'Union européenne ou autre. Il y a une structure qu'on appelle aujourd'hui les structures ESS, donc économie sociale et solidaire, et bah, c'est un peu un modèle hybride entre l'association et l'entreprise. Et c'est plus pour les structures qui bah, ont plus une activité associative, on va dire, mais qui peuvent gagner de l'argent. Et pour le cadrer et pour qu'elle ne soit pas limitée, pour qu'elle soit pas limitée, bon, elles vont opter pour un statut ESS. Et donc, voilà, le type d'entrepreneuriat dépend du type d'entrepreneur en vrai. Moi, je travaille sur la question du leadership et je le dis à chaque fois, il n'y a pas des leaders ou pas des leaders en fait. Il y a, il y a des types de leadership. D'accord. Il y a des gens qui sont dans la vision, il y a des gens qui savent être celui qui va embarquer, qui va promouvoir le projet parce que c'est comme ça qu'ils, dans leur fonctionnement, ils savent faire. Moi, par exemple, je suis plus comme ça. Et puis, bah, il y a des gens, par exemple, qui sont plus relationnels, qui savent fédérer, qui savent. Et dans la manière d'entreprendre, ils vont plus être dans le relationnel avec les gens. Et ça, c'est important de. J'ai d'autres exemples, et c'est juste pour dire que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est important de savoir comment est-ce qu'on fonctionne pour savoir comment est-ce qu'on est plus à l'aise d'entreprendre en fait. Je prends l'exemple des développeurs qui, eux, sont des profils très techniques. Bah, ce ne seront pas eux peut-être qui vont aller promouvoir l'activité parce qu'ils aiment bien être parfois derrière leur ordi et puis gérer les choses techniques. Mais c'est un type de leadership. Parce que si le développeur, par exemple, bah, en fait, nous explique que si on monte le site d'une certaine manière, bah, ça peut ne pas fonctionner, bah, les autres vont devoir l'écouter parce que c'est lui qui sait.
Et dans sa technicité, il est la meilleure personne pour partager ça. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de regarder, OK, dans votre réalité, comment est-ce que vous avez l'habitude d'être écouté quand vous parlez? Sur quels aspects? Et il y a des chances que votre type de leadership se situe à ce niveau-là. OK, et justement en parlant de leadership, est-ce que, un entrepreneur, c'est obligatoire qu'il ait du leadership? Parce que le leadership, ça relève un petit peu quand même, selon moi en tout cas, d'une façon d'être un petit peu. Donc, est-ce que c'est obligatoire pour un entrepreneur, d'avoir du leadership? Franchement, c'est une super question. Et moi, je dirais que oui, dans le sens où ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que l'entrepreneuriat, c'est entreprendre sa vie. Et en fait, quand on entreprend quelque chose, en fait, on développe du leadership. Parce que le leadership, en fait, contrairement à ce qu'on voit, en fait, c'est que le leader, en fait, il dit des choses et on l'écoute. Mais avant qu'on l'écoute, ce serait intéressant de savoir, par rapport à ce qu'il dit, d'où ça vient, en fait. Où est-ce qu'il va chercher ce qu'il a besoin de dire et pour lequel il est à ce point-là convaincu. Et ça passe par ce en quoi on croit au plus profond, et j'en reviens au pourquoi. Et donc, qui amène ce message-là. Et le leadership, en fait, il naît à partir de quel moment? Il naît à partir du moment où on prend la responsabilité d'écouter, en fait, de se dire, OK, moi, j'ai ce message à faire passer, j'ai besoin de le faire passer, OK, j'y vais. C'est là où il y a du leadership. Et quand on est entrepreneur, en fait, on va avoir besoin d'exprimer des choses. Et donc, oui, il y a un leadership à avoir pour exprimer, que ce soit un développeur qui soit celui qui va expliquer comment ça se passe techniquement, que ce soit, moi, je ne sais pas, moi, responsable RH qui va expliquer comment est-ce qu'on organise les relations entre les gens, peu importe, en fait, il y a besoin à un moment donné, peu importe ton message, de savoir l'exprimer. Mais c'est de le détacher du modèle de leadership où en fait, on va parler devant 5000 personnes. Ça, c'est un seul type de leadership. Et justement, l'idée, c'est de se détacher, de se dire, OK, il y a d'autres manières de le faire et on n'est pas obligé de parler devant 10 000 personnes, en fait. L'idée, c'est de savoir passer son message, tout simplement. OK. Et par rapport à l'entrepreneuriat en lui-même, on entend enfin, quand on pense, entrepreneuriat, souvent on a tendance à allier ça avec l'innovation. Et est-ce qu'il est aujourd'hui impératif, en fait, de se lancer quand on entreprend sur une activité innovante ou est-ce qu'on peut quand même se lancer sur un sujet qui existe déjà, en fait? Franchement, super intéressant cette question dans le sens où même quand on se lance dans quelque chose qui existe déjà, il y a de l'innovation quelque part. C'est une manière d'innover en fait parce qu'on va se lancer dans un domaine qui a déjà des acteurs. Par contre, on va le proposer de manière différente. Et c'est pour ça en fait que moi, je travaille d'abord sur la personne. Je travaille par exemple sur qu'est-ce qui nous motive, parce qu'on a tous une histoire qui est ancrée, qui est profonde, on a un parcours et il est Effectivement. unique chez tout le monde en fait. Et Mmh. c'est pour ça que si on part de ce parcours-là et que c'est ce qu'on met au service du projet, on va forcément proposer quelque chose d'unique, d'une manière unique, parce qu'on va le faire de la manière dont nous, on sait le faire déjà. Et, dans l'entrepreneuriat, il y avait beaucoup aussi cette question de devoir inventer un produit qui n'existe absolument pas. OK, peut-être, si on a des compétences techniques qui nous permettent, ou une expertise, je sais pas, ingénieur ou autre, qui nous permet de penser à un produit qui n'existe pas du tout et dont les gens ont besoin, ça peut être super intéressant. Mais en fait, l'entrepreneuriat, en fait, ça va être de proposer quelque chose qui soit le plus différenciant possible, soit dans la manière de le faire, soit dans le produit, soit dans l'univers, mais de penser quelque chose auquel les gens ils vont adhérer, et en fait qu'on va de toute façon améliorer et donc innover en fait. Et ça fait partie de innover, c'est le fait de trouver quand même des solutions à des problématiques et de devoir penser des nouvelles choses à chaque fois. Et ça, par contre, tout le parcours entrepreneurial, c'est ce à quoi on va être confronté. Parce que le marché, il change, les besoins, ils Mmh. changent, tout change. Parfait. Donc, par rapport à l'entrepreneuriat, là, on va se focaliser un peu plus sur les facteurs clés de l'entrepreneuriat et donc selon vous, est-ce qu'il y a des étapes à suivre, hein, de façon, très hiérarchique, on va dire, à entreprendre et lesquelles, si oui, s'il y en a? Euh,
On va dire que cette question, elle est particulière dans le sens où moi, j'ai ma vision, hein. Moi, Mhm. j'ai ma vision, mais c'est ma vision et elle est, elle va pas dans le sens de ce qu'on a l'habitude de dire. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, ce qu'on va nous dire, c'est, voilà, bah, il nous faut d'abord, avant de se lancer, il faut un business plan, il faut avoir, voilà, il faut avoir tout le dossier structuré, savoir c'est quoi ton produit, c'est quoi ton service et tout ça. Et en fait, je dis pas que c'est pas important. Tout ça, c'est important. Mais j'en reviens à ce que je disais, en fait. C'est que moi, pourquoi je préfère pas faire comme ça, c'est parce que l'entrepreneur, quelqu'un qui n'y connaît rien, quand il se lance dans l'entrepreneuriat, en fait, il est plus en stress qu'autre chose. Voilà. Si on vient avec du marketing, si on vient avec d'autres trucs qu'il ne sait pas faire, ben en fait, ça va juste augmenter son stress et en plus, on le maintient pendant 6 mois sans rien faire. Et ce qu'il faut savoir que psychologiquement, quand on est stressé, plus on reste dans l'inaction, plus on va stresser. Et pour enlever ce stress-là, bah, il faut aller dans l'action. Il faut aller sur le terrain et pour se rassurer dans le fait de faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que moi, je crois en ce côté test. Et moi, pour faciliter l'entrepreneur, je l'aide à se comprendre dans qui il est et dans pourquoi il veut le faire, parce qu'il va se lancer sur des bases solides. Ça, c'est ma conviction. Et je l'amène en fait à aller voir rapidement ses clients pour savoir, OK, qu'est-ce que les clients ont besoin, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui existe sur le marché et qui leur convient ou pas, et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer. Moi, c'est ce vers quoi j'oriente les gens en se disant, bah, allez prendre les informations dont vous allez avoir besoin très vite, parce que même si vous faites un business plan, eh ben, quand vous allez faire le business plan, vous allez être obligé de le tester. De toute façon, vous allez passer par cette voie-là. Donc moi, j'invite les gens à passer d'abord par la voie terrain pour tester et d'avoir le maximum d'informations tirées de la réalité et Mhm. après de se structurer et de voir en fait les financements dont ils ont besoin, etc. Mais ça, j'insiste sur le fait que c'est ma conception des choses et que si vous vous renseignez sur l'entrepreneuriat, on va plus vous montrer la voie du business plan, on fait l'étude de marché, on fait et il y a des gens que ça rassure comme ça et pourquoi pas. Mais moi, j'invite les gens à, comment dire, à apprendre la réalité de l'entrepreneuriat pour forger leur posture. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et si on a une posture qui est forgée, qui est entraînée, bah, en fait, on va pouvoir appréhender tout le reste, en fait. D'accord. Et du coup, toujours sur l'entrepreneuriat, vous, en tant qu'experte sur le domaine, voire bientôt mentor, je l'espère, euh, donnez-nous les clés. J'allais vous poser la question, mais je me permets d'insister. Donnez-nous les clés, en fait, euh, pour, en quelque sorte, donc, entreprendre. Donc, se lancer sur, par exemple, là, je viens vous voir et je vous dis, bah, écoutez, demain, j'aimerais me lancer pour entreprendre. Quelles clés me donneriez-vous? C'est une question, elle est dans la même famille que la question d'avant, c'est-à-dire il y a ce qui se fait et puis il y a ce que moi je pense. Et moi, je préfère, puisque je suis là pour parler de moi, j'ai envie de dire, donc je vais dire ce que je pense. Moi, je pense qu'une des clés très importantes, c'est de se connaître. C'est la chose qu'on ne nous dit pas, mais c'est la clé essentielle parce que l'entrepreneuriat, ce à quoi ça va nous renvoyer, en fait, c'est à qui on est, en fait. Ça veut dire que quand on va, je donne un exemple simple, hein, voilà, on veut vendre un produit à un client, on ne se rend pas compte à quel point la manière dont on fonctionne va déterminer la manière dont on va proposer le produit au client. Et si on ne se connaît pas dans notre manière de faire, déjà dans notre facilité d'un côté, mais aussi dans nos craintes, dans nos peurs, bah en fait, on voilà, on ne sait pas comment réagir face à certaines situations. Il y a des gens qui ont beaucoup peur du rejet, par exemple, et ils ne se rendent pas compte qu'ils n'arriveront pas à vendre s'ils ont peur du rejet derrière, en fait. Ils seront freinés automatiquement. Donc, moi, j'invite vraiment, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire, c'est d'apprendre à vous connaître, de vous regarder faire, de regarder, OK, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous savez faire de facile, c'est d'aller vous renseigner vous renseigner un maximum sur comment vous êtes, parce que c'est ce qui va vous faciliter dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat va plus vous apprendre ça que des compétences, enfin voilà, que du marketing ou que de la compta, etc. En vous connaissant en plus, bah, en fait, vous allez pouvoir voir, OK, moi j'aime bien ça, mais par contre, ça, j'aime pas du tout. Moi, la compta et les tableaux Excel et les chiffres, voilà, ça va 2 minutes. Et le fait de me connaître me permet de déléguer cette partie-là pour ne pas me frustrer dans mon entrepreneuriat, par exemple.
D'autres clés que je peux donner, c'est sur la notion de réseau et de s'assurer que quand on rencontre des gens, c'est d'être constamment dans le fait de donner de la valeur. On a tendance, en fait, quand on va voir les gens, à savoir qu'est-ce qu'on peut gratter de ces personnes-là, en fait, qu'est-ce qu'on peut obtenir. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est en donnant qu'on obtient. Et l'idée, c'est de savoir, quand on rencontre quelqu'un, comment est-ce qu'on peut aider cette personne? De quoi elle a besoin? Et l'idée, c'est de discuter, de s'intéresser aux gens et de savoir qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Parce qu'en leur apportant quelque chose aujourd'hui, par exemple, eh ben, on va avoir un retour peut-être dans plusieurs mois, en fait. Je prends l'exemple, aujourd'hui, je ne l'ai pas précisé, mais moi, je suis élu à la Chambre de commerce et de l'industrie des Yvelines. Et ce poste-là, je l'ai obtenu juste parce que j'ai entretenu une relation avec une personne, en fait. C'est-à-dire, elle était intervenue en formation, on s'est bien entendu, je prends des nouvelles, il prend des nouvelles. Il a eu des enfants, je lui ai offert des cadeaux de ma collection. Et c'est des gestes comme ça simples qui font que le jour où lui, il a une opportunité, en fait, c'est moi qui l'appelle. Et il n'a pas hésité une seule seconde, mais c'est parce qu'il y a des graines que j'ai semées. Et c'est important, toutes les personnes qu'on rencontre, de la boulangère aux voisins du palier, toutes ces personnes, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter, qu'est-ce qu'elles peuvent devenir. Kylian Mbappé, c'était un voisin de palier de quelqu'un, en fait, à Bondy. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, il est ce qu'il est. Donc, franchement, pour les personnes qui n'ont pas cherché à être copain-copine avec lui, il faut se poser les bonnes questions. Et c'est juste, de vraiment donner de la valeur à toutes les personnes que vous rencontrez en gardant en tête qu'elles peuvent toujours nous apporter quelque chose en retour. Et donc, voilà. Je suis extrêmement d'accord avec ce que vous venez de dire en ce qui concerne la question précédente. Donc, toujours sur l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients lorsqu'on entreprend et si vous pouvez les citer, s'il vous plaît? En fait, les avantages et les inconvénients vont dépendre de ce que chacun accepte dans l'entrepreneuriat ou n'accepte pas, en fait. C'est pour ça qu'à la fin, il y a des personnes qui vont continuer à entreprendre et puis il y a des personnes qui ne vont pas continuer. Je vais prendre mon exemple, je vais parler de moi. Moi, je sais que le salariat, je ne peux plus. Le salariat, je ne peux plus parce que je suis quelqu'un qui, j'expliquais les différents types de leadership. J'ai un leadership visionnaire et je suis quelqu'un dans l'action et j'ai besoin d'avoir de la place pour agir, en fait. Et quand je suis au sein d'une structure, en fait, je peux pas évoluer à la vitesse que je veux. Je suis quelqu'un qui va vite. Et non, ça me convient pas. Et l'entrepreneuriat me convient parce que j'ai une marge de manœuvre pour entreprendre ce que je veux, en fait. Et c'est de ça, moi, dont j'ai besoin, mais c'est parce que moi, j'ai besoin de ça. Je pense que là, je vais m'appuyer sur quelque chose qui revient régulièrement en termes de crainte de l'entrepreneuriat ou autre. Là, en fait, c'est cette question d'avoir une rémunération, en fait. C'est cette rémunération, c'est nous qui la créons. Et en fait, elle est pas garantie comme quand on est salarié, où il y a les salaires qui tombent tous les mois. Et du coup, voilà, ça veut dire qu'il faut avoir conscience que nos revenus dépendent de ce qu'on produit. Voilà. Et on a une responsabilité par rapport à ça et on ne peut pas fonctionner comme un salarié ou une salariée qui, peu importe ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, il aura son salaire à la fin du mois. Et ce n'est pas le même état d'esprit quand on entreprend, du coup. Mais ça, c'est en fonction de qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Moi, je sais que c'est complètement moi ce qui me convient. Et du coup, voilà, c'est un inconvénient que moi, j'ai accepté, en fait. Mais voilà, les avantages, en fait, c'est qu'il n'y a pas de plafond de rémunération. C'est en fonction, encore une fois, de ce qu'on développe et de ce qu'on entreprend. On a une liberté en termes de revenus. Salarié, on sait qu'on sera plafonné à un moment donné, qu'on devra négocier, que ci, que ça. On ne pourra pas nous donner au-delà d'un certain chiffre d'affaires et ça, il faut en avoir conscience. Il y a cette notion aussi d'être son propre patron, par exemple. Il y a des gens qui sont OK avec le fait de s'autogérer, de prendre des décisions, d'assumer les responsabilités. Et puis, il y a des gens qui veulent pas assumer ça et qui veulent que ce soit quelqu'un d'autre qui gère. Et ce n'est pas grave, en fait. L'idée, c'est que j'expliquais le type de leadership. Si on a conscience de ça, on sait qu'on doit s'associer avec quelqu'un qui, lui, va aimer assumer la responsabilité ou autre
Et puis, nous, on va être dans ce qui va nous rassurer, en fait. C'est quand on se connaît, en fait, on peut tout adapter, en fait. Et c'est vraiment en fonction de ça et de ce qu'on recherche ou de ce qu'on recherche pas. Mais les inconvénients et les avantages vont vraiment dépendre de nous, qu'est-ce qu'on recherche quand on est dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et donc par rapport à tout ce que vous avez traversé et pas fini justement de d'accomplir dans l'entrepreneuriat, dans quelles circonstances et surtout, enfin et aussi donc à quel moment vous avez le plus appris de l'entrepreneuriat? Pour être totalement transparente, complètement transparente, moi j'ai fait, le mot il est un peu fort, mais vous allez comprendre en tout cas ce que ça implique, mais j'ai fait à un moment donné une sorte de burn-out en fait. Ça veut dire que donc je me suis lancé en 2017 et à l'image de qui je suis, moi je vais mettre beaucoup d'actions en place pour atteindre mes objectifs et à ce moment-là, je n'avais pas conscience de vraiment où se situent mes forces et où se situent mes limites en fait. C'est-à-dire moi quand je ne sais pas faire un truc, je vais apprendre à le faire et puis dans la vie de tous les jours, c'est super parce que j'apprends plein de trucs. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a cette notion de optimiser son temps, son argent et son énergie. Et moi, je n'ai pas appliqué ça. Et à un moment donné, au bout de 2 ans, je me suis usé en fait. Je me suis usé psychologiquement, physiquement et j'ai eu comme une sorte de coup d'arrêt. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis posé les questions sur la manière dont j'entreprends, où j'ai douté, où je me suis demandé est-ce que c'est fait pour moi ou pas. Je me suis posé plein de questions à ce moment-là. Et en fait, j'ai regardé, OK, moi, j'ai développé ça. Il y a d'autres personnes qui développent une activité. Là, j'étais dans la marque de prêt-à-porter. Je dis, il y a d'autres personnes qui développent cette activité. Comment eux, ils ont fait? Parce qu'eux, ils n'ont pas l'air d'avoir fait de burn-out, en fait. Eux, ils ont l'air de s'être développés. Comment ils ont fait? Et je me suis rendu compte que quand je vais regarder leur profil, ils se sont appuyés sur ce qu'ils connaissaient, en fait. C'est-à-dire que quand il y avait des créatrices qui des entrepreneurs qui se sont lancés, soit ils étaient déjà des créateurs, ils savaient coudre, ou alors il y a des gens qui avaient travaillé dans le milieu du textile, donc ils savaient exactement comment ça s'organisait. Ils s'appuyaient sur des compétences qu'ils maîtrisaient. Et moi, je n'ai pas regardé ça, en fait. Moi, je n'ai pas regardé ça et c'est ce qui m'a épuisé. Et c'est à partir de là où je me suis posé, où j'ai appris à mieux me connaître et j'ai regardé, OK, il y a une loi, je ne sais pas si vous la connaissez, mais ça s'appelle la loi de Pareto et qui dit que 20% de nos efforts nous génèrent 80% des résultats. Et c'est à nous de nous assurer que si on veut tenir dans le temps, en tout cas, c'est de s'appuyer sur cette loi. Et les 20%, en fait, l'idée, c'est que ce soit des choses dans lesquelles on est extraordinaire, en fait. Et donc, ça veut dire savoir, OK, c'est quoi nos talents, qu'est-ce qu'on fait facilement et sur lequel on peut s'appuyer parce que non seulement on ne va pas être fatigué, mais en plus, on va avoir de l'énergie tellement on aime le faire, en fait, et tellement on sait le faire. Et moi, c'est sur ça que je me suis appuyé. Et c'est là où, d'ailleurs, le côté formation, entrepreneuriat, il s'est révélé parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment un talent là-dedans. Et c'est vrai que quand quand j'accompagne les gens, en fait, j'ai plus d'énergie qu'autre chose. Moi, quand je suis là avec vous aujourd'hui et que je discute avec des jeunes entrepreneurs, enfin des futurs entrepreneurs en tout cas, qui veulent lancer des choses, moi, je vais repartir avec de l'énergie, je le sais, parce que c'est ça qui me parle et c'est important comment dire, de l'identifier pour savoir où est-ce qu'on met notre énergie au quotidien et qui va nous nourrir en fait. Et ça a fait toute la différence. Et puis, merci de burn-out. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà, en tout cas, je suis là, je suis bien. Bah, tant mieux. Et justement, donc pour rebondir sur votre réponse précédente et en ce qui concerne les futurs entrepreneurs, donc la plupart d'entre nous, qu'est-ce que vous aimeriez en fait que les futurs entrepreneurs donc sachent en tout cas de l'entrepreneuriat? C'est-à-dire, si vous deviez nous laisser une phrase en tête en ce qui concerne l'entrepreneuriat qu'on devrait savoir. Oh, faut que j'invente une citation là maintenant. Là. Oh Pas là là. forcément, ou si vous avez un esprit assez créatif, vous pouvez y aller. Franchement, je dirais sois toi-même dans ton business. Voilà. Bah, c'est pas mal.
Ouais, bah, il fallait que je sorte quelque chose. On m'a mis dos au mur là, mais ouais, non, sois toi-même dans ton business voilà, pour rester cohérente avec ce que je propose, parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, qu'on va pouvoir le faire durablement. Quand on fait les choses en étant quelqu'un d'autre, si on essaie de se conformer à un type d'entrepreneur, à un type d'entreprise, en fait, on ne va pas avoir l'impact qu'on recherche. Et l'impact, il vient de nous. Donc, voilà, soyez vous-même dans votre business, et j'ai envie de vous dire, soyez vous-même partout, en fait. C'est important. Donc là, après donc l'entrepreneuriat, comme on va se lancer un petit peu sur le deuxième thème, donc qui est le mindset que vous avez légèrement donc abordé pendant la phase première là. Donc en ce qui concerne le mindset, là voilà en quelques mots, selon vous, qu'est-ce que c'est que le mindset? Parce qu'on a une définition assez littéraire, mais est-ce que vous pouvez nous le définir avec des mots clairs et simples? Alors moi, le mindset, déjà, ça vient de l'anglais mind et set. Donc mind qui est l'esprit et set qui veut dire, qui a plein de significations, mais qui veut entre autres dire réglage. Et en gros, c'est le réglage de l'esprit. C'est comment ton esprit il est réglé et comment est-ce qu'il va influencer la manière d'aborder pas mal de choses dont, notre futur, comment est-ce qu'on le visualise, notre environnement, comment est-ce qu'on l'exécute, comment est-ce qu'on se perçoit, comment est-ce qu'on regarde notre passé. Et c'est vraiment le réglage de l'esprit et pas forcément. Il n'y a pas à dire, enfin, à ce stade-là, c'est pas le mindset, c'est pas forcément positif ou autre, parce que si notre esprit est réglé avec pas mal de croyances négatives ou autres, il va être réglé de manière à ce qui ne va pas nous servir, en fait. Parce qu'on aura pas mal de croyances, ils seront gorgés de croyances qui ne vont pas nous faciliter. Donc c'est comme ça que je le résumerai, c'est le réglage de l'esprit. Et pourquoi c'est important de l'amener sous le forme de réglage? C'est pour comprendre qu'il n'est pas figé, en fait. Il n'est pas Mmh. figé et en fonction de comment est-ce qu'on va le travailler, il peut s'ajuster d'une manière et d'une autre. Voilà, en gros, c'est en fonction de qu'est-ce qu'on lui donne à manger, en gros. Donc, vous l'avez super bien défini parce que là, vous m'avez lancé sur ma prochaine question. Donc, on va dire, si le mindset était une sauce, quels seraient les ingrédients donc indispensables pour avoir un bon mindset? Alors, je ne sais pas à quel niveau vous avez pensé que j'étais créative, mais moi, je ne suis pas de nature créative à base, hein, donc là, il faut que j'invente une recette comme ça. Donc, le mindset, moi, j'ai un schéma, ça aurait été intéressant, je n'ai pas pensé, mais j'aurais pu vous le diffuser. Mais moi, j'ai un schéma du mindset en termes d'ingrédients, où en fait, il y a plusieurs étapes en fait, qui vont alimenter au final le mindset. En fait. C'est-à-dire OK. que, comme j'ai expliqué, le mindset, il y a des croyances. Donc, il y a des croyances soit aidantes, donc qui nous aident à avancer, soit il y a des croyances limitantes qui nous empêchent. Donc, déjà, quelles sont les croyances qu'on a? Ensuite, en fonction des croyances, on va avoir certains types de pensées. On va avoir certaines pensées et pareil, elles vont être soit des pensées, je suis heureuse, je suis bien, des choses qui sont positives, ou alors je suis nul et ci et ça, et du coup qui vont nous aider ou pas nous aider encore une fois. Ces pensées vont amener des paroles. Ça veut dire que si on le pense, à partir du moment où on le dit, Mmh. en fait, c'est comme si on confirmait ce qu'on disait. Ça a encore plus d'impact parce que il y a les émotions qui vont avec en plus. Si on dit, Exactement. voilà, je suis épanoui et on l'exprime, il y a des émotions positives qui vont se générer. Par contre, si on dit je suis nul, il y a pareil des émotions qui seront plus négatives qui vont s'exprimer. Donc la parole, elle va jouer aussi. Après la parole, si notre tête a confirmé, si notre corps a confirmé, si tout le monde est d'accord avec le fait qu'on est soit nul ou soit heureux ou autre, peu importe ce qu'on se dit, il y a des actions qui vont se mettre en place. Si on considère qu'on ne se sent pas capable de faire quelque chose, si on l'a pensé, si on l'a dit, dans l'action, en fait, on ne sera pas motivé pour faire l'action. Il y a ce qu'on appelle la procrastination. Donc, on va Mmh. repousser à plus tard ce qu'on doit faire. Et ce n'est pas grave en soi de repousser une fois. Par contre, si ça fait 6 mois qu'on doit faire quelque chose et qu'on le repousse, là, ça devient problématique, mais ça vient en fait des pensées, des croyances qu'on a de base.
Après l'action, parce qu'il y a des actions, une fois qu'on les répète, ça devient des habitudes. Donc, c'est quelles habitudes on a mis en place? Si on a pris l'habitude de procrastiner, comme je l'ai dit, bah, ça devient une habitude et en fait, on le fait très facilement. De la même manière que si on a pris l'habitude de se fixer des objectifs et d'aller les chercher, ça va devenir une habitude aussi. Donc, quelles sont les habitudes qu'on met en place? Après les habitudes, bah, forcément, il y aura des résultats. Quels vont être les résultats? Si on a dans tout le schéma, on est parti sur quelque chose de négatif qui se perpétue, bah, le résultat, il va être ce qu'il est en fait. Et si on a un résultat, si on s'est dit qu'on était nul par exemple et qu'on a un résultat qui n'est pas celui qu'on veut, bah, ça va renforcer la croyance qu'on est nul. On se dit, bah voilà, tu vois que je suis nul. Voilà la preuve. On le voit. Et en fait, les croyances vont remonter dans le mindset et ça va être une boucle. Et voilà comment en fait on lui donne à manger, soit de manière positive, soit de manière négative. Et à chaque étape, l'idée c'est de savoir en fait quelles sont nos croyances, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on se dit quand on se parle. Est-ce que quand on rate quelque chose, moi c'est quelque chose que je fais beaucoup, quand je rate quelque chose, je dis oh là là, je suis trop bête. Mais ça, c'est... Je dis des choses à mon cerveau en fait et qui fait que demain, si je ne sais pas quelque chose, ça va être difficile à digérer. On a tous nos petits démons, comme on dit. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à arrêter parce que moi, je vois le monde sous l'angle de est-ce que je suis compétente, est-ce que je ne suis pas compétente. Donc, le fait d'être bête, d'être nul, tout ça, ça plane au-dessus de ma tête. Donc, c'est tout ça pour dire que y a beaucoup de choses qu'on peut donner à manger à notre mindset et donc à notre cerveau. Et l'idée, c'est de savoir à chaque étape qu'est-ce qu'on lui donne en fait à manger. Ok, bah, vous allez me donner votre remède pour votre petit démon, parce que je pense que j'ai le même aussi. Ouais, je pense aussi. Donc toujours sur le mindset, donc pourquoi le mindset il est aussi important? Enfin, vous y avez un peu répondu, mais j'aimerais bien avoir une orientation assez claire en fait à ce sujet-là. Pourquoi le mindset il est aussi important quand on entreprend en fait? Parce que, comme j'ai expliqué, le mindset, il est gorgé de croyances. Et donc, en fonction de ce qu'on se dit dans la tête, ce qu'on se dit dans la tête va déterminer comment on va faire les choses. Mmh. Tout simplement, en fait. Et du coup, j'avais donné l'exemple de la vente et j'avais dit au niveau de la vente, on va tous avoir une manière de l'aborder, mais la manière de l'aborder dépend aussi de ce qu'on se dit, en fait. Si on se dit, ah ouais, le client, il ne va pas vouloir de mon produit, en fait, ce qu'on se dit va déterminer tout notre comportement derrière et va influencer le résultat, il va influencer beaucoup de choses. J'expliquais aussi que l'entrepreneuriat va nous renvoyer de manière assez frontale en fait à qui on est. Il va nous renvoyer à qui on est. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on accepte ce que ça révèle chez nous en fait. Est-ce que on accepte ce que ça révèle chez nous? Quand on expérimente l'entrepreneuriat, c'est beaucoup une sortie de zone de confort. Quand on sort de la zone de confort, c'est le cerveau en fait qui commence à paniquer. Le cerveau, il est feignant en fait. Le cerveau, il n'aime pas voir des choses nouvelles. Il a des habitudes. Et quand on sort de notre zone de confort, quand on fait des choses qu'il ne connaît pas, il va devoir travailler. Donc, plutôt que de travailler sur le coup, il va vouloir nous saboter en fait. C'est pour ça qu'on a des peurs. Et donc, quand on va expérimenter des choses qu'on ne connaît pas et qu'on sait que le cerveau, il va s'agiter, si on n'a pas été habitué à lui parler d'une certaine manière, en fait, il va nous saboter et on va venir avec toutes les croyances que j'avais expliquées. Ah, on n'est pas capable. Peut-être que je ne suis pas compétente. Et plein de choses comme ça, en fait. Et c'est pour ça que le mindset, l'idée, c'est de l'entraîner pour apprendre à aborder ces choses-là qui vont être quelque part inévitables. C'est normal de douter, mais au moins, on sait comment se réajuster tout de suite. Plus on a l'habitude de le travailler et plus on sait comment l'ajuster et plus on a pris l'habitude de le subir et plus il va avoir du mal à rebondir quand il y aura des événements un peu compliqués à gérer. Donc, je ne sais pas si ça t'éclaircit, si ça vous éclaircit.
Pour ma part, en tout cas, ça m'éclaircit et en plus, ça m'emmène sur le thème suivant, en fait, qui est donc le développement d'un mindset d'entrepreneur. Donc, en tant que, en fait, enfin, vous coachez un petit peu des femmes qui souhaitent entreprendre et se lancer donc sur des projets qu'elles ont pour but, entre guillemets, d'honorer. Comment on pourrait donc travailler et développer donc son mindset d'entrepreneur. Parce que là, vous nous avez un petit peu parlé des différents en fait, états d'esprit qu'on peut avoir par rapport à certaines situations, mais concrètement, comment on pourrait le travailler et le développer en fait? Moi, la chose que je dirais, en fait, pour pouvoir développer ce mindset, c'est qu'il n'y a pas de secret, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut entraîner le cerveau à sortir de sa zone de confort. Il faut entraîner le cerveau à faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire parce que bah, c'est comme quand, je sais pas moi, quand on est en vacances et qu'on a l'habitude de rien faire, ça fait une semaine qu'on est sur la plage et qu'on a fait que de manger des trucs, bah, voilà, notre corps, il n'a plus envie de se mettre en mouvement, par exemple. Et ben, le cerveau, c'est comme ça. Le cerveau, si on l'habitue à pas faire, il fait pas. Et quand après, il faut repartir pour faire, c'est compliqué. La meilleure manière d'entraîner un cerveau, c'est de le faire, c'est qu'il ne se repose pas sur ses lauriers, en fait. Et donc, l'idée, c'est de sortir un maximum de sa zone de confort. Et quand je dis sortir de sa zone de confort, voilà, on n'est pas obligé d'aller, je sais pas, moi, sauter en parachute. On n'est pas obligé de faire des choses de fou comme ça. Hein. On peut juste, je sais pas, moi, quand on va au restaurant, je sais qu'il y a des gens, même j'étais comme ça à un moment donné, on aime bien prendre la même chose. On aime bien prendre la même chose, on aime bien prendre le même plat. Et je sais que quand on n'a pas l'habitude, par exemple, de sortir de ses habitudes, même ça peut être difficile. Juste prendre un autre repas. Moi, je sais que je suis trop quelqu'un de comment dire, du retour sur investissement, on va dire. Et quand moi, ça me frustre de prendre un plat et après, il n'est pas bon. Franchement, à la fin, je suis un peu énervé, en fait. Et donc, j'essaie de voir les choses que je connais et qui vont me permettre d'être sûr qu'au moins, je vais bien manger. Sauf que ça, j'ai appris à changer, à prendre le risque de me dire, OK, mais si je ne vais pas tester les autres plats, je ne saurais pas, en fait. Au moins, je saurais que ça, je ne dois pas le prendre. C'est une sortie de zone de confort. Et au fin, ça a l'air de rien comme ça, mais quand on n'a pas l'habitude, c'est stressant un petit peu. Hein. Mais à force de le faire, bah, en fait, on va prendre l'habitude de tester de nouveaux plats, de tester de nouvelles choses. Pareil, moi, je ne sais pas, moi, quand on a l'habitude de passer toujours dans le même chemin, des fois, on a le chemin favori, en fait. Eh ben, c'est de prendre l'habitude de tester un autre chemin. Parce que sur l'autre chemin, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Là, par exemple, on avait peut-être l'habitude d'aller dans cette boulangerie. Et quand on passe dans cette rue, on se dit, ah, mais il y a une boulangerie, peut-être elle a l'air trop bien. Et on va se rendre compte peut-être qu'elle est même mieux, en fait. On va découvrir des choses. Et en fait, au quotidien, il y a des manières très simples de sortir de sa zone de confort et de habituer le cerveau à ne pas faire la même chose, en fait. Donc moi, c'est vraiment sur cette voie-là que j'orienterai pour entraîner le mindset parce qu'il n'y a pas mieux. Parfait. Donc, justement, là, vous avez touché un point essentiel quand vous parlez d'entraîner justement le cerveau à un petit peu fonctionner donc, autrement. Heu, donc toujours par rapport au développement du mindset, est-ce que quand vous parlez de un petit peu changer les habitudes et les bousculer, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire à travers des formations, à travers du coaching, à travers, ou c'est quelque chose qu'on peut nous-mêmes mettre en place, en fait? Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez le mettre en place, vous, à votre niveau. J'ai donné des exemples simples exprès parce que c'est des exemples de la vie de tous les jours. Et Mmh. en fait, développer son mindset, c'est un mode de vie. Ça se fait au quotidien. Après, il y a des formations. Alors, ce que je dirais, c'est que ça dépend de la formation, comment elle est. Moi, par exemple, comme le mindset, c'est une de mes bases en termes d'accompagnement, et comme je Mmh. m'appuie sur mon expérience de sportive, où j'ai appris des choses parce que je me suis entraîné, j'ai répété pour savoir faire un coup de pied et le sortir dans une compétition, bah, en fait, j'ai dû le répéter tellement de fois qu'à un moment donné, limite, le coup de pied fait partie de moi, en fait. Et donc, en compétition, je peux le sortir comme ça. Et encore aujourd'hui, je me suis tellement entraîné qu'aujourd'hui, je peux le sortir, même si ça fait 10 ans, plus de 10 ans que j'en fais plus. Vous allez Et le garder, ça ira, je pense. de toute façon, j'ai pas envie de me froisser un muscle non plus. Donc, ouais, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais c'est pour vous dire, en fait, que c'est un mode de vie. Maintenant, moi, au travers de mes formations,
mon style à moi, c'est de faire sortir les gens de leur zone de confort. Ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'outils, il n'y aura pas beaucoup d'informations que je vais donner, mais je vais plus mettre les gens en situation inconfortable et de les faire travailler à partir de ce stade-là, parce que justement, ça va entraîner leur mindset à travailler des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler. Mais c'est surtout pour leur montrer que même s'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, à partir de là, bah, on peut, si on met les bonnes choses en place et si on répète, et ben en fait, on réussit en fait à surpasser ce mindset. Mais ça dépend vraiment après des formations. Et moi, si vous voulez faire des formations, ça dépend de la sensibilité des uns et des autres. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment repartir avec quelque chose de pratique, c'est de vérifier justement est-ce qu'il y a des exercices, est-ce qu'on applique des choses dans le cadre de l'information, ou alors est-ce que c'est juste des infos. Moi, en tout cas, je sais que je ne sais pas intervenir juste avec de la théorie, avec un PowerPoint et les gens, ils notent. Je ne sais pas faire ça. Ok, donc selon vous, c'est surtout la pratique en fait. C'est ça? C'est ça. Ce sera toujours une question de pratique à la fin, même s'il y a de la théorie. Donc, voilà. Ok. Et vous faites quel lien entre le mindset et l'entrepreneuriat? Bah, en fait, je ne sais pas si tu… Alors, est-ce que vous pouvez préciser la question dans le sens Oui. où… ouais. Parce qu'on a on a un peu tous notre petite idée en fait sur le sujet. On sait par exemple que pour entreprendre, on a besoin entre guillemets d'un certain mindset. Mais vous qui aujourd'hui donc coachiez des personnes donc pour les aider entre guillemets à se lancer sur leur projet, quel est le lien que vous pouvez faire lorsque par exemple vous les coachez entre le mindset et l'entrepreneuriat? Est-ce que l'un déteint sur l'autre? Est-ce que l'un dépend de l'autre? Bah, en fait, le mindset, c'est une base, parce que ce que je dis avant tout, c'est que le mindset va déterminer qu'est-ce qu'on se dit dans la tête avant de faire quelque chose. C'est même en prise de parole en public, je pose toujours la question, qu'est-ce que tu te disais avant de prendre la parole? Et en fonction de ce que la personne se dit, bah, il y a un lien avec son comportement, avec sa posture, parce que ça commence là, en fait. Ça commence par qu'est-ce qu'on se dit et comment est-ce que ce qu'on se dit va impacter toute notre posture. Par exemple, là où on va mettre le focus, c'est là où on va mettre toute notre énergie. Voilà. Si on met le focus sur notre objectif, eh ben, je prends un exemple simple. J'ai acheté une voiture l'année dernière et ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de voiture. Donc, je ne faisais pas attention aux marques. Je ne sais même plus c'est quoi les voitures d'actualité. Et au moment où j'ai choisi, que je savais quelle voiture je voulais, et je l'ai vu partout. Moi, dans ma tête, j'allais prendre une voiture. Ah ouais, en plus, mais non, en fait, tout le monde là. Toute la France a la voiture. Et donc, parce que le fait d'avoir mis le focus là-dessus fait que notre esprit, il commence à voir tout ce qui va permettre d'atteindre cet objectif. Mmh. Là où on met son focus, il est super important. Et dans l'entrepreneuriat, il y a besoin de savoir où est-ce qu'on met le focus, parce qu'il y aura beaucoup d'informations, beaucoup d'agitation, beaucoup de gens, Et donc, la manière dont on va aborder les choses va déterminer comment ça va se passer. Ça va déterminer comment est-ce qu'on voit les opportunités. Ça détermine tout, en fait. Parce que si on a conscience que c'est une question de comment est-ce qu'on perçoit notre environnement, notre monde, on comprend que ça dépend de nous, en fait. On comprend que ça dépend de nous et de comment est-ce qu'on va l'ajuster de façon à ce que, par exemple, on dit il y a les gens qui voient le verre à moitié plein et il y a des gens qui voient le verre à moitié vide. Ça, c'est du mindset, ça. Ça, c'est du mindset. Et est-ce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on le voit à moitié vide avec tous les problèmes, ou alors est-ce qu'on le voit à moitié plein avec toutes les opportunités? Tout ça, c'est le mindset de base qu'on va avoir va déterminer vraiment comment les choses vont se passer, parce que notre énergie, notre comportement va être influencé derrière, et c'est valable pour l'entrepreneuriat comme c'est valable pour tout ce qu'on fait de notre vie de tous les jours. Moi, comme je dis, l'entrepreneuriat, c'est la vie en accéléré, en fait. C'est la vie normale en accéléré. Ça veut dire que tout ce qu'on est censé mettre en place dans la vie de tous les jours, qu'on repousse, comme le fait de travailler sur soi ou autre, l'entrepreneuriat
nous amener à regarder tout ça et on ne pourra pas esquiver en gros. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez des outils, ou des méthodes particulières pour booster entre guillemets le mindset, donc quelque part d'entrepreneur, de vos coachés? Ouais, oui, j'utilise les outils et ben, déjà, alors là, c'est pas un outil, mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est que, mettre les gens en situation, c'est ce que je fais de base, pour que, les entrepreneurs, en fait, se rendent compte par l'expérience comment est-ce que le mindset il s'ajuste. Parce que c'est instantané, hein, il y a des choses qui se passent tout de suite. Par exemple, le stress qui monte, les peurs qui montent, ça se voit tout de suite. Mais en même temps, la manière dont il redescend se voit tout de suite aussi. Donc moi, c'est vraiment de les mettre en En condition? situation. Ouais, et en fait, c'est quelque chose que j'insuffle dans tout ce que je fais. Ça veut dire Mmh. que je parlais de la prise de parole en public. La base de mes accompagnements, c'est basé sur le mindset, en fait. C'est, encore une fois, qu'est-ce que tu te dis quand tu vas parler aux gens? Qu'est-ce que tu te dis et comment est-ce que tu t'ajustes? C'est comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te perçois? Moi, il y a une question que je pose systématiquement quand quelqu'un prend la parole devant les gens, c'est comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as bien aimé et qu'est-ce que tu penses pouvoir améliorer? Et ces Mmh. 3 questions, elles sont simples. Par contre, elles sont hyper difficiles quand on n'a pas l'habitude de se regarder. Et nous, on ne nous donne pas l'habitude de nous regarder, de nous valider, par exemple, nous-mêmes. On va toujours attendre que est-ce que telle personne, elle a bien aimé? Est-ce qu'elle va m'accepter comme ça? Et ça, c'est tout le monde, par contre. On est tous conditionnés à ça. Mais de proposer ces outils simples, ces phrases simples pour revenir à soi et de se valider sous son propre regard, par exemple, ça permet de prendre conscience que, en fait, on attend trop que les gens soient OK avec ce qu'on fait. Donc, ça, c'est un exemple d'outil, par exemple. Mais sinon, je mets surtout les personnes en situation avec des exercices simples, mais qui vont les amener surtout à avoir des prises de conscience. OK, merci beaucoup, c'était super clair. Donc là, on va faire un petit focus, sur Miss Alia Bio. Donc, parce que je pense que c'est important. Il doit y avoir beaucoup de vous allez pouvoir nous en dire beaucoup niveau apprentissage sur cette expérience-là. Donc, est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous parler, plus en détail donc de Miss Alia Bio? À quel moment vous vous êtes lancés? Comment ça s'est passé? Alors, Missalia Bio, donc Missalia, je l'ai lancé en 2017. J'avais déjà commencé à côté de mon travail et de vendre des bavoirs. J'avais cette idée en fait où je proposais des bavoirs originaux en wax et j'avais commencé à proposer, voilà, à vendre. J'avais commencé à créer une page. J'avais commencé à entreprendre en fait parce que j'avais vu une idée. Et après, en 2017, je me suis vraiment lancé. Je me suis dit, je vais voir comment est-ce que je peux l'amener en vrai concept qui va se développer. Et du coup, ce que j'expliquais, c'est que moi, je suis quelqu'un, quand je ne sais pas, c'est un domaine Mmh. dans lequel je n'y connais rien. Le textile, j'y connais rien. L'univers de textile enfant, j'y connais rien, même si j'ai une sensibilité, j'y connaissais rien. Et après, j'ai vraiment appris sur le tas et j'ai fait des petites actions pour faire connaître la marque. C'est-à-dire toutes les opportunités que je pouvais avoir pour exposer, c'est-à-dire les marchés de Noël, les stands au niveau des événements, en fait, j'ai tout testé. Et ça m'a permis d'avoir des retours clients sur ce qu'ils recherchaient, sur ce qu'ils aimaient dans le bavoir, sur ce qui était à améliorer. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, à chaque fois, j'ai amélioré. Après, j'ai changé de nom. Ça ne s'appelait pas Missalia à l'époque. C'était Baby Ethnic. Et en fait, c'est vraiment en testant que j'ai pu apporter toutes les améliorations que je pouvais améliorer et qui m'ont permis en fait d'amener la marque telle qu'elle en fait. À un moment donné, dès que j'étais au clair justement sur ma marque, j'ai changé de nom, j'ai fait une levée de fonds sous forme de campagne de crowdfunding. Je ne sais pas si ça vous parle.
Vous pouvez définir quand même le terme, hein. Je pense que, vu que les auditeurs ne vont pas forcément se manifester, c'est ouais. bien quand même de redéfinir le terme. Ouais. Ouais, campagne de crowdfunding, en fait, c'est une levée de fonds qu'on va faire en ligne sur des plateformes participatives, c'est-à-dire qu'on va solliciter des personnes lambda, enfin une communauté, des personnes sur les réseaux sociaux ou même sa famille, pour que ces personnes-là, en fait, elles financent notre projet. En fait, elles financent notre projet, elles mettent de l'argent dans notre projet pour qu'on puisse mieux se développer. En échange, en général, on va donner ce qu'on appelle des contreparties, dont des cadeaux. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent participer à notre projet pour qu'on puisse, soit c'est au lancement de notre projet, soit c'est pour pouvoir le booster. Moi, c'était pour le booster. Et ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est justement tout ce que j'ai fait en termes d'événements. J'avais beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a des médias qui m'ont trouvé sur les réseaux sociaux en disant c'est sympa ce que vous faites et tout, j'aimerais bien faire une interview pour la diffuser. Mais c'est parce que j'ai bougé, j'ai montré ce que je faisais. Et voilà, j'ai fait la campagne de crowdfunding. Et après, petit à petit, en fait, mon projet il a pris de plus en plus de crédibilité. Et là, plus dernièrement, j'ai participé le gouvernement, il a lancé une campagne pour subventionner des projets qui sont issus des quartiers populaires. Et donc, j'avais réussi à lever 30 000 € pour pouvoir développer mon projet. Mais tout ça, c'est arrivé parce que j'ai rendu mon projet crédible. Et j'ai rendu mon projet crédible parce que j'ai prouvé qu'il y avait de l'intérêt autour de mon projet. Et c'est après que les gens ils se rendent compte que, voilà, même si au début, c'était des petits bavoirs, en fait, il y a quelque chose parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a une sincérité dans ce que je veux apporter. Et j'en reviens avec le fait que ça part de nous. Et donc, voilà. Ok. Donc en fait, si je reviens un petit peu sur ce que vous venez de dire, vous avez eu quand même un état d'esprit assez déterminé, vraiment aller chercher en fait le boost de votre projet en fait. Et donc, comment vous avez procédé pour intégrer en fait un tel mindset d'entrepreneur pour la création en fait et du coup de la manière dont vous avez propulsé en quelque sorte Missalia, surtout à ce moment-là. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis dans le mindset aujourd'hui. C'est parce que, on va dire que c'est depuis, je ne vais pas faire comme dans les chansons de rap, hein, mais c'est depuis le berceau, la vérité. C'est depuis bébé que, j'ai dû me forger un mindset parce que j'ai été autonome très vite. J'ai dû m'occuper, on va dire, de moi-même très vite, en fait. Et, et ça, c'est du mindset, en fait. Ça veut dire que même quand on est enfant, on le fait inconsciemment, mais on trouve des manières de survivre à des choses auxquelles parfois les parents ne peuvent pas répondre parce que des fois, ils ne savent pas, en fait. Des fois, ils ne savent pas ce dont on a besoin. Moi, en plus, j'étais une enfant qui ne pleurait pas. Ça veut dire que je ne savais pas exprimer ce dont j'avais besoin et automatiquement, il fallait que moi, j'y réponde par moi-même, en fait, et j'ai toujours fait ça. Et du coup, ça veut dire que depuis ce moment-là, c'est du mindset, en fait, et ça a été tout le temps, OK, comment est-ce que qu'est-ce que je me dis, en fait, quand je dois aborder quelque chose? On est issu d'une grande famille, j'ai dit que j'étais la troisième. En fait, moi, je suis une enfant et je dois m'occuper d'autres enfants. Qu'est-ce que je me dis dans ma tête pour quand même faire ce que j'ai à faire, en fait? Je fais du taekwondo, je me blesse 2 fois de suite et à chaque fois, il faut se relever. Voilà, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là pour devoir à chaque fois rebondir? Je n'ai pas raconté tout mon parcours entrepreneurial, tout mon parcours scolaire, mais à chaque fois, ça a été quand je voulais faire un truc, je n'avais pas d'assez bonnes notes, parce que je faisais juste le minimum, mais je n'avais pas d'assez bonnes notes, donc il fallait que je me réoriente à chaque fois dans un autre truc. Et en fait, les épreuves que j'ai eues dans la vie, en fait, m'ont forgé et j'ai toujours été challengé toute ma vie par rapport à ça. Et ce qu'on dit, en fait, c'est qu'on est un peu expert de nos manques, en fait, de ce qui nous manque. Et chez tout le monde, chez chacune d'entre vous, il y a cette chose que vous savez faire, mais vraiment de manière excellente parce que le vécu a fait que vous avez dû développer ça. Il y a des personnes, par exemple, qui savent apporter de la joie de vivre aux gens. Ils savent apporter de la joie de vivre et ils font ça très bien. Et demain, si on a un souci et qu'on a envie de rigoler et pas penser à autre chose, ils seront les bonnes personnes pour ça. Mais parce que peut-être que dans leur vécu,
leur manière de survivre, on va dire, à certaines réalités, ça a été de fonctionner comme ça. Mais on peut en faire un métier, en fait. On peut en faire une activité qu'on peut monétiser, parce que est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas comment apporter de la joie ou autre? Il y en a plein, en fait. Donc, moi, c'est comme ça, en fait, que le mindset il s'est développé. C'est d'abord parce que c'est avant tout parce que j'ai un vécu qui m'a amené à chaque fois à devoir me réajuster. Et ce que j'ai fait pour pouvoir le proposer, c'est que j'ai regardé comment je faisais, en fait. J'ai regardé quand j'étais dans une situation compliquée, comment est-ce que je fonctionnais pour m'en sortir. Et à chaque fois, c'était je me posais et je regardais qu'est-ce que je me disais dans ma tête. Qu'est-ce que je me disais dans ma tête? Et si je me disais, bon voilà, t'es nul, tu n'y arriveras pas, etc., bah, il fallait que je me dise autre chose parce qu'il fallait que j'y aille de toute façon. Donc, c'est l'expérience de vie qui m'a amené. Et c'est pour ça qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, par rapport à d'autres personnes, ça a été plus facile pour moi de rebondir tout de suite ou de capter cet aspect-là tout de suite. Parce qu'en fait, je répète cette notion d'entraînement. Si on est entraîné, bah, quand on va faire une chose, on va le faire automatiquement, en fait. Mmh. Et donc, pour le début en fait, de l'activité donc Missalia, comment vous avez géré d'un point de vue de la confiance en soi? Parce que forcément vous avez parlé d'échecs, même si je pense que de façon en fonction des personnes, on sait un petit peu que les épreuves et les challenges font en quelque sorte, le combattant, on va dire. Et bah, comment vous avez géré, au niveau vraiment de façon centrée sur la confiance en vous? Ouais. J'aime bien cette question parce que ça me permet de préciser en termes de confiance en soi que c'est avant tout une question de confiance en sa capacité à faire telle ou telle chose. En fait. Et quand on le voit sous cet angle-là, c'est pas on a confiance ou on n'a pas confiance, parce que sinon on remet en question toute sa personne. C'est on a confiance dans le fait de faire telle chose, mais on n'a pas forcément confiance dans le fait de faire telle autre chose. Autant moi, j'ai eu confiance dans le fait que je sais très facilement tester. Je sais aller, même si je ne connais pas, j'ai besoin d'aller voir. Et moi, c'est ça qui m'a un peu permis d'avancer, c'est de savoir tester. Et autant, moi, j'ai un manque de confiance dans le fait d'être aidé par d'autres personnes, par exemple. Ça, c'est un truc que je dois travailler parce que je ne sais pas compter sur les gens. J'ai tellement eu l'habitude de compter sur moi que savoir compter sur les gens, bah, en fait, pour moi, c'est difficile. Et quand j'étais en galère, par exemple, eh ben, je n'allais pas naturellement demander aux gens de m'aider, alors que j'aurais dû. Et je pense que peut-être, voilà, je n'aurais pas saturé un moment, peut-être si j'avais fait l'effort de demander à d'autres gens. Ça, c'est une question de confiance en soi aussi. C'est lié à ça, en fait. Et c'est très subtil et c'est vraiment propre à chacun. Et c'est important de se questionner sur, OK, quand moi, je parle de confiance, en quoi je n'ai pas confiance? Voilà. Si moi, là, si je dois, je sais pas, là, pour l'instant, je dois créer des visuels pour les publier sur mon Instagram. Mmh. Je sais faire des visuels, en fait, mais je ne suis pas excellente dans le fait de le faire. Là, comme je suis fatigué et que parfois, ben, j'en ai, voilà, quand on est fatigué, ce dans quoi on n'a pas forcément des facilités, on peut commencer à douter. Moi, je me suis mis à douter, à me dire, punaise, est-ce que je vais être capable de le faire? Là, je n'ai pas confiance dans le fait de faire ces visuels-là, en fait. Et c'est vraiment de se dire que chaque fois dans ce qu'on va faire, on aura confiance et pas confiance en même temps. Et il y aura des moments où on avait confiance dans une chose, et il y a des moments où dans cette même chose, on n'a même plus confiance, en fait. Parce Mmh. qu'il y a des doutes, parce que le cerveau, le mindset, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut lui parler. Quand on a ce réflexe-là, en fait, on lui parle et on rebooste notre confiance et on se rassure dans le fait de dire, non, en fait, tu sais le faire parce que tu l'as déjà fait, donc tranquille. Donc là, on a parlé de confiance en soi, on a parlé de compter sur les autres. Je pense que c'est des éléments importants quand par exemple, on a un associé. Donc est-ce que vous avez, un ou des associés? Est-ce que vous travaillez en collaboration? Alors, pour Missalia, j'ai pas d'associé. Par contre, enfin, pour l'autre projet de formation, j'ai pas encore d'associé, mais là, je suis en train de prospecter. Parce que j'ai fait le travail, maintenant, j'ai compris voilà, pourquoi j'ai du mal à compter sur les gens, etc., etc. Maintenant,
on commence à grandir et on travaille. Et en fait, là, je suis en train de… Quand je vois que… Là, j'ai rendez-vous d'ailleurs demain avec une personne pour pouvoir collaborer dans ce projet et d'oser en fait avoir confiance aux gens et de pouvoir commencer à m'entourer. Là, vraiment, c'est l'objectif numéro 1 pour cette année, c'est de pouvoir m'entourer des profils avec qui je vais faire grandir tout ça. Félicitations. C'est un effort considérable que vous avez réussi à mettre en place. Donc, en parlant de projet, avant de vous lancer, donc on va remonter un petit peu avant 2017. Est-ce que vous avez fait un business plan? Non, Et si oui, lequel? Non? non. Est-ce que ça vous a freiné, dans la conception et dans le lancement de ce projet? Est-ce En que ça a fait, été un problème, en fait? alors, il faut s'habituer à tenir des tableaux, des chiffres, des tableaux de bord pour suivre. Ça, c'est Mmh. super important. Mmh. C'est pas quelque chose pour lequel j'avais expliqué, c'est pas quelque chose pour lequel j'ai une facilité, donc je l'ai fait tard quand même, parce que sinon on n'a pas de vision. Moi, je fais beaucoup avec ce que j'ai et je me débrouille comme ça. Mais justement, quand je me suis lancé, j'ai été accompagné par une entreprise, enfin pas une entreprise, une structure d'accompagnement qui nous aide à créer notre entreprise. Et on nous a montré comment faire des business plans. Mais comme je l'avais expliqué, si je ne suis pas encore allé sur le terrain pour de vrai, si je ne suis pas encore allé faire les choses de la manière dont mon projet va ressembler pour avoir des informations, moi, j'ai du mal en fait à faire le business plan. Et c'est pour ça que je mets une réserve en disant que c'est moi qui ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'il y Mmh. a des gens, ils vont avoir de la facilité à faire le business plan. Ils savent mettre la structure, mettre le plan, ils savent faire facilement ça. Et c'est ce qui va les faciliter. Moi, j'ai plus appris sur le terrain, donc j'ai plus appris sur le terrain. Et donc, moi, c'est comme ça que je préfère. Mais par contre, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de business plan. Ça veut Mmh. dire qu'il y a un moment donné, il faut se poser pour clarifier son projet et pour le structurer et pour y voir plus clair à un moment donné en mettant les choses au clair en place avec les financements, avec c'est quoi le produit, c'est quoi les services, c'est quoi la vision, c'est quoi tout ça. Moi, je le fais après de façon… il y a ce qu'on appelle le business model Canva. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez. Moi, pour moi, c'est un truc… c'est un truc, pour moi, il est hyper efficace en fait. Il est hyper efficace et il y a les bases et on peut déjà faire avec ces bases-là et on peut le réajuster, parce que ça évolue tout le temps. Moi, je trouve qu'il est hyper efficace. Et après, s'il faut vraiment monter un dossier, ça, c'est si on doit aller voir les banques, ça, c'est si on doit aller voir, si on doit lever des fonds. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais voilà, si on a un tableau de bord pour gérer, si on a un visu sur comment est-ce que notre projet se structure, ça déjà, c'est très bien. Et ce n'est pas si simple à faire en plus, en vrai. Donc pour vous, pour concrétiser entre guillemets Missalia, vous n'êtes pas allé voir de banque puisque quelque part vous avez besoin d'un business plan pour le faire? Je ne suis pas allé voir les banques parce que les banques, elles ne financent pas tous les projets textiles. Elles Mmh. ne financent pas les projets textiles. Et de toute façon, je n'étais pas parti pour emprunter en fait de l'argent. Quand j'ai eu besoin d'aller plus loin, j'ai fait la campagne de crowdfunding dont j'ai parlé. Et Mmh. après, quand j'avais besoin d'aller plus loin, il y a eu l'opportunité de lever les fonds, les 30 000 euros. Et Mmh. je les ai saisis et j'ai fonctionné que comme ça. Moi, je pars du principe, si je peux ne pas avoir à emprunter, ben, j'emprunte pas, tout simplement. OK. Une façon de penser assez simple, effectivement. Donc justement, on a parlé de tableau de bord, on a parlé de financement, de banque, et cetera. Donc comment vous avez géré en fait le début de l'activité d'un point de vue financier, concrètement? Il faut que je sois honnête, hein. Franchement, d'un point de vue financier, quand même, il fallait que j'achète des tissus, moi, parce que c'est quelque chose de physique. Donc, je ne peux pas proposer un produit si je n'avance pas un minimum à ce niveau-là. Mmh. Donc j'ai dû quand même injecter, moi, des sous, mais parce que c'est le textile. Sinon, à la base, on n'a pas d'obligation, en fait. Et, et ce que je regrette un peu, c'est qu'au début, quand je vendais mes articles, en fait, je gérais pas les… Au début, en fait, avant de me lancer concrètement dans l'entrepreneuriat, c'était pas un projet que je voulais je voulais pas en faire forcément une entreprise. Et du coup, l'argent que je gagnais, je l'ai pas forcément réinjecté.
Ça a été mon erreur que je regrette parce que j'aurais pu j'aurais pu le réinjecter pour aller plus loin. Et donc, quand je me suis lancé, quand il fallait racheter du tissu, ils n'avaient plus d'argent, en fait. Donc, ça, c'est un peu le regret que j'ai parce que je n'avais pas encore la vision et que ce n'était pas encore clair. Mais voilà, j'ai toujours réussi à me débrouiller parce que je proposais, parce que je testais, parce que je me suis adapté, on va dire, à ce que je devais développer. Et justement, au moment où j'ai senti que niveau financier, si je veux aller plus loin, si je voulais aller plus loin, il fallait que je lève un peu de fonds. Bah, c'est là où j'ai fait la campagne de crowdfunding. Et à chaque fois, en fait, c'est au moment où je sentais que j'étais limité, bah, en fait, je me disais, OK, il faut que je fasse ça. Justement, donc par rapport à ça, on a un auditeur donc qui nous dit qu'en fonction de la croissance du chiffre d'affaires, un emprunt peut être un super effet de levier pour son activité. Donc par rapport à ça, est-ce que vous, prochainement, par exemple, vous pensez que vous allez peut-être donc maintenant donc solliciter un quelconque emprunt pour du coup pour la nouvelle activité? Non, parce que la formation n'a pas besoin, c'est pas forcément nécessaire. C'est une transaction qui se fait de manière assez directe, c'est-à-dire qu'il y a une formation, les gens ils payent et puis je la dispense ou je la dispense et ils payent. Donc ça, c'est un avantage dans le sens où il n'y a pas de, voilà, c'est assez direct comme transaction. Et un emprunt, ça dépend complètement en fait du projet et de la nécessité d'emprunter ou pas. Ça dépend en disant que l'idée, c'est pas, moi ce que je conseille en tout cas, c'est pas forcément d'emprunter parce que l'emprunt existe en fait. C'est d'emprunter en fait. Je prends l'exemple, j'ai un ami qui monte une franchise de salle de sport personnalisée. Bah, lui, en fait, clairement, c'est un lieu physique et il est obligé. Il est limite obligé, soit tu as l'argent, soit tu empruntes. Et là, c'est un lieu physique et c'est pas pareil en fait. Mais il y a des projets, par exemple, comme le textile, où on peut faire des précommandes, par exemple. On peut faire des précommandes et on peut trouver le moyen de ne pas avancer et d'avoir des sous qui rentrent. Et c'est de trouver un petit peu des leviers comme ça qui vont nous permettre de nous développer sans avoir à automatiquement emprunter de l'argent ou avoir à lever des fonds parce qu'il y a un impact. C'est-à-dire un emprunt, bah, il faut rembourser et il faut s'assurer de rembourser. Et c'est vrai qu'en fonction de la croissance, moi, ce que je rejoins en tout cas Alexandre dans ce qu'il dit, c'est que c'est au bout d'un certain stade, en fait. En tout cas, ce n'est pas dès les débuts, si ce n'est pas une salle de sport ou autre, qu'il faut aller emprunter. Parce que de toute façon, le banquier, il finance pas tout, en fait. Exactement. Donc là, on va rester un petit peu, juste pour cette question-là, du coup, focaliser sur Lead Your Life. C'est quoi vos objectifs sur le long terme pour Lead Your Life? Alors, l'objectif sur le long terme pour Lead Your Life, moi, j'ai ce projet-là de créer une genre d'académie où je vais pouvoir accompagner les femmes sur du long terme. C'est-à-dire, moi, je les accompagne sur le lancement, mais j'avais parlé de, voilà, moi, la solitude de l'entrepreneur a fait que moi, j'ai galéré. Et j'ai envie de créer toute une académie où les femmes vont pouvoir s'entraider entre elles et vont pouvoir avancer sur les aspects de développement de leur activité. C'est-à-dire que là, on a parlé d'emprunt, par exemple. La personne que je vais voir demain, elle est spécialisée dans tout ce qui est finance. Ce serait intéressant qu'une personne comme ça puisse proposer des accompagnements pour pouvoir, je ne sais pas, par exemple, savoir emprunter à la banque, savoir lever des fonds, savoir tout ce qui va être question de finance. Et l'idée, c'est qu'il y ait tout un écosystème où les femmes vont pouvoir aborder les différents aspects liés à l'entrepreneuriat. Donc, que ce soit les finances, que ce soit les finances, que ce soit le marketing, par exemple, et la vente, mais aussi que ce soit les à côté, par exemple, de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le bien-être. Comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, on maintient une vie équilibrée en termes de sport, en termes de comment on gère ses émotions. Il y a tous les à côté comme ça qu'on ne voit pas, parce que c'est dans les coulisses, mais il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels quand on entreprend. Et du coup, il faut apprendre à s'occuper de nous différemment que quand on avait un rythme plus normal, on va dire.
Et donc, moi, dans ma vision, en fait, je veux que j'ai une académie où il y ait toute une communauté de femmes qui puissent être accompagnées sur ces aspects, mais qui puissent, par exemple, se donner du business entre elles, en fait. Il y a tellement de compétences que il y en a une qui peut gérer le site internet de l'autre. Voilà, l'autre peut l'accompagner sur des aspects, de bien-être. Tout le monde peut s'entraider. Et moi, je voudrais que dans cette vision-là, on puisse aider ces femmes-là. Et je n'ai pas encore défini comment j'allais le faire, mais la question des jeunes, c'est tellement un sujet pour moi que je veux voir ce que je peux apporter au niveau au niveau soit des lycéens, soit des étudiants comme vous, parce que j'interviens déjà auprès de structures. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important que dès le plus jeune âge, il y ait cette prise de conscience de ce qui peut être fait dans l'entrepreneuriat. Ok, bah, j'apprécie beaucoup votre vision des choses. Et donc merci beaucoup. Les réponses, elles étaient très, très, très claires. Donc là, la conférence commence à toucher à sa fin. Donc avant de procéder aux questions-réponses, j'ai une dernière question pour vous. Donc de savoir en fait comment vous voyez Miss Alia Bio d'ici 5 ans à peu près. Alors, là, je ne saurais pas le dire pour l'instant au niveau de Miss Alia, parce que je suis en train de revoir en fait le business model. J'étais plus sur une vente de produits et je me rends compte que la vente de produits, c'est pas ce qui m'anime le plus. Et je suis en train de voir comment est-ce que je vais l'orienter vers plus de l'accompagnement auprès de créateurs. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont beaucoup de compétences, mais qui, d'un point de vue mindset, encore une fois, pensent comme des créateurs, comme si on était encore dans sa chambre en train de faire ce qu'on nous passionne, alors que là, on bascule vers, on est entrepreneur et on commence à proposer de la valeur à des gens. Et je me suis rendu compte que cette transition est difficile et je suis en train de voir comment est-ce que je peux revenir à ce qui m'anime le plus, c'est-à-dire l'accompagnement, pour proposer Miss Alia d'une autre façon. Ok, très explicite. Avant de procéder à l'échange questions-réponses avec nos auditeurs, je tiens à vous remercier pour votre temps et aussi parce que les réponses étaient très claires, très explicites et que surtout, selon moi, elles ont un intérêt pour la plupart d'entre nous qui souhaitent, donc comme je vous l'ai dit au début de la conférence, entreprendre. Donc, je vais laisser place à mes camarades pour l'échange questions-réponses. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Armande, tu peux y aller. Bonjour Madame Sissoko. Merci beaucoup déjà pour votre partage qui est très très intéressant et qui intervient au bon moment de notre scolarité. Moi, je voulais juste revenir sur un point. Enfin, j'ai pas mal de questions, mais dont un en particulier que vous avez évoqué, celui du burn-out. Qu'est-ce qui a concrètement changé après cette étape? Est-ce que pendant cette étape-là, vous avez été soutenu par vos proches? Qu'est-ce qui a concrètement changé en vous après tout ça? Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez aussi des réactions, peut-être un comportement maintenant qui est motivé par rapport à ça? C'est surtout par rapport à ça. Ok, merci pour la question parce qu'elle est super importante parce qu'on ne se rend pas compte que c'est quelque chose, quand on est entrepreneur en vrai, qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense dans le sens où on passe comme j'expliquais, on passe d'un certain rythme à un autre. Donc, il y a des comportements à ajuster, il y a des habitudes à ajuster, et c'est parce qu'on ne le fait pas, parce qu'on n'en a pas conscience ou parce qu'on ne se connaît pas, on ne se comprend pas, qui fait qu'on en arrive là. Donc, moi, en fait, c'est lié à mon fonctionnement de toujours. C'est que j'ai l'habitude de fonctionner seul. Et moi, c'est ce que ça m'a appris, en fait. C'est-à-dire que c'est arrivé en 2019. Je me rappelle que je m'en suis rendu compte parce que je suis quelqu'un justement qui a une facilité à passer à l'action et là, j'y arrivais plus en fait. J'avais des blocages et j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à faire ce que je veux faire. Et à un moment donné, j'ai juste lâché prise en fait. J'ai juste lâché prise et j'ai dit bon, je fais plus rien.
je me laisse le temps un peu de me reposer. Et très naturellement, en fait, ça m'a permis de travailler sur moi, de revenir à moi. Juste derrière, donc en 2020, il y a eu tout ce qui est confinement. Et en vrai, mine de rien, ça m'a sauvé, en fait. Parce que moi, je n'avais pas cette capacité sur l'instant à accepter qu'il faut que je revienne à quelque chose. Et là, le confinement, il m'a obligé. Il m'a dit stop, de toute façon, tu ne peux plus sortir. Tu travailles sur toi et puis voilà. Et c'est ce que j'ai fait. J'en ai profité pour faire un accompagnement en connaissance de soi, en spiritualité. Et ça m'a complètement recentré. Et c'est comme ça que le côté accompagnement, en plus, il s'est révélé, dont j'ai pris conscience que, en fait, c'est quelque chose pour lequel j'ai vraiment de l'appétence. Et c'est tout ce que j'ai expliqué. Comment est-ce que je m'appuie sur mes forces et comment est-ce que je m'appuie sur ce qui me parle plutôt que de juste faire ce qu'il faut et là où il faut. Et ça m'a vraiment permis de me réaligner, en fait. Et ce qui est sûr, c'est que c'est plus pareil. Donc, les décisions que je prends, c'est plus pareil. Et je disais au début que l'entrepreneuriat, c'est comment on optimise son temps, son argent et son énergie. Et maintenant, quand je réfléchis, je regarde, est-ce que ça optimise mon temps? Est-ce que ça optimise mon temps? Est-ce que ça optimise mon énergie? Ou est-ce que ça m'en prend? Et ça me permet aussi de m'entourer différemment, en fait. Parce qu'il y a des gens qui prennent de l'énergie, hein, si on est honnête. Donc, l'idée, c'est d'identifier, OK, qu'est-ce qui me permet de me faciliter dans mon avancée? Et je m'appuie dessus. Et qu'est-ce qui me permet qu'est-ce qui contribue par contre à me freiner peut-être? Là, par contre, maintenant, je perds moins de temps à m'en écarter, en fait. Ça a changé un peu ma posture et au passage, mon mindset aussi. Merci beaucoup. J'ai une question sous-jacente à ça. Donc, vous, personnellement, vous l'avez vécu comme étant, entre guillemets, une aubaine. Est-ce que vos proches l'ont aussi vécu de la même manière? Est-ce que vous avez été soutenu, puisque vous disiez que vous venez d'une famille nombreuse? Est-ce que c'est aussi pas le fait d'être autant qui aussi vous a obligé d'avoir ce syndrome de superwoman, entre guillemets? Est-ce que ça n'est pas de tout ça? C'est complètement lié. C'est complètement lié. Et non, j'ai pas eu le soutien de la famille, pas parce qu'ils ne m'ont pas soutenu, mais c'est parce que c'est moi qui ne suis pas parti les voir. En fait, la plupart des gens, ils ne savent même pas en fait qu'à un moment donné, j'ai saturé. Et moi, c'est ça en fait aussi le revers en fait de la force que je peux avoir, c'est que si ça ne va pas, ça ne se voit pas en fait. Ça ne se voit pas et il n'y a personne qui va personne va forcément le savoir parce qu'en plus, je sais faire en sorte que ça ne se voit pas. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, en fait, j'irais en parler plus tôt. J'irais en parler plus tôt parce que je me serais senti moins seul dans cette problématique, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que je me permets d'en parler aujourd'hui ouvertement parce que c'est quelque chose qui, voilà, ce ne sont pas des choses qui sont isolées. Hein. On arrive tous à un moment donné à saturer et on n'a pas ce réflexe d'en parler alors que c'est important, en fait. Donc, voilà. Merci, Madame Sissoko. Merci à vous. Je vais interroger, merci pour ta question Armande, j'interroge Elena, il me semble qu'elle avait levé la main depuis tout à l'heure. Oui, merci Aïsseta. Bonsoir et merci beaucoup pour la conférence. C'était super, super inspirant et motivant pour le coup. Moi, j'avais une question parce que donc j'ai pour objectif pareil de pas finir salarié toute ma vie de quelqu'un et me lancer donc pour moi-même. Et vous avez parlé tout à l'heure du crowdfunding. Donc en fait, ça, j'y avais pensé, mais en fait, moi, j'ai encore ce côté-là où je dois travailler sur moi-même par rapport à la peur de me lancer, voilà quoi. Et le crowdfunding, je trouve c'est une bonne idée, mais j'ai encore cette peur-là. Qu'est-ce qui va motiver les gens, on va dire, à investir dans notre société, sachant qu'il y a différentes sortes de crowdfunding. Donc, soit ils investissent en capital et ils deviennent associés, ou sinon c'est par des dons. Vous, c'était quoi pour vous la meilleure méthode? Et enfin, vous avez choisi quel genre vraiment de crowdfunding et ce serait quoi le meilleur pour vous? Merci pour la question. Et je vais les répondre en deux temps parce que tu as parlé de deux choses. Tu as parlé du crowdfunding, donc ça, c'est quand tu te sentiras plus en confiance pour te lancer. Et après, il y a aussi la crainte pour toi de te lancer
et qui va, en fait, pas seulement impacter la manière dont tu vas faire ton crowdfunding, mais d'autres choses. Donc, je te répondrai sur cet aspect-là aussi. Alors, le crowdfunding, c'est vrai qu'il y a plusieurs plateformes et il y a plusieurs manières de le faire, mais c'est en fonction de ce qu'on propose. C'est-à-dire que moi, je propose, moi, je l'ai fait sous forme de dons et avec des contreparties que j'ai proposées. J'aurais pu ou dû faire des précommandes, c'est-à-dire, voilà, on achète le produit, on le reçoit. Mais comme c'était des produits pour bébés et que les bébés, c'est pour la naissance, et que la naissance, c'est souvent une question de timing, c'est-à-dire qu'avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Au moment où l'enfant est né, il faut que le produit soit prêt. Donc, la crowdfunding, c'est en décalé. Donc, je n'ai pas fait de précommande, mais j'ai sollicité la levée de fonds. Et ensuite, j'ai proposé des cadeaux. Et ça va vraiment dépendre de ce qu'on propose comme produit. En fonction de ce qu'on propose comme produit, il y aura, la stratégie, elle sera différente. Et c'est à nous de voir, en fait, qu'est-ce qui est pertinent par rapport à ce qu'on propose. Et surtout, ce qui est important, c'est la plateforme sur laquelle on va la proposer, parce qu'il y a des plateformes qui sont spécifiques. Moi, j'avais fait sur KissKissBankBank, parce que c'était ce qu'on connaissait. On avait rencontré le fondateur, mais il n'y a pas de... Il y a d'autres qui sont pas mal et ça dépend. Et après, par rapport à effectivement, la peur de se lancer, je pense que c'est important d'être honnête sur qu'est-ce qui nous freine. C'est de se poser vraiment sur, OK, je prends un papier, je fais la liste de tout ce qui me fait peur. Je prends la liste de tout ce qui me fait peur et tout ce que j'appréhende dans l'entrepreneuriat. Et puis, je regarde, en fait, quelle solution je peux apporter. Enfin, déjà, pourquoi ces peurs, elles sont là? Voilà. Qu'est-ce qui me fait peur, en fait? De quoi j'aurais besoin pour me rassurer sur ces peurs-là? Et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir y aller quand même, en fait. Je ne sais pas si tu as, par exemple, un exemple de quelque chose qui te ferait peur, tu vois, dans le fait de te lancer. Si tu avais un exemple, par exemple. Moi, je pense que le frein, c'est surtout de à pas avoir la meilleure idée ou que quelqu'un trouve mieux. Et aussi, depuis que j'ai 17 ans, on va dire, je fais des petits jobs, je travaille et tout, j'ai toujours l'habitude d'avoir un patron. Donc, en fait, c'est vraiment demain de me dire que ma seule responsable, c'est moi. Si j'échoue, il n'y a personne pour me rattraper derrière. Si je dois prendre une décision, il n'y a personne qui va la prendre à ma place. C'est ma décision qui va compter et qui va après, donner l'avenir à mon entreprise, quoi. Ok, je vois. Donc, pour la deuxième, ce que tu as dit, je pense que c'est une question comment dire? Là, en fait, quand on est dans l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'on grandit effectivement, parce que là, on n'attend plus que quelqu'un nous dise que c'est OK. Donc là, ça veut dire que c'est toi qui vas devoir te dire à toi-même, c'est OK, je peux y aller, en fait. Tu vois? Donc, ça, Ouais. c'est tout un travail quand on n'a pas l'habitude, mais c'est d'apprendre à être OK, même si personne n'est OK avec nous. Et c'est à ce Oui. moment-là, en fait, où le travail de mindset, il va se faire. Et la première chose, c'était, je ne sais plus ce que tu... Enfin, je me suis permis de tutoyer, moi, j'ai trop l'habitude. C'est pas grave. Désolée. La première chose que tu avais évoquée en termes de frein, c'est... je ne sais plus ce que tu... Moi, c'est surtout aussi, par exemple, au niveau financier, on est encore étudiant. Donc, si par exemple, demain, je me lance, j'échoue, je suis, enfin, pas ruinée parce que je vais me relever, mais je veux dire, en fait, c'est vraiment dans ce sens-là où quelqu'un peut avoir une meilleure idée que moi. Donc, Oui, c'est moi, ça. mon entreprise, je me lance dans cette idée, ça va être pour moi incroyable. Et il y a Gertrude demain qui va se ramener, elle va sortir une idée un peu plus ouf que la mienne. Donc, c'est vraiment ce truc-là de je vais faire un truc, mais à toujours mieux. En fait, OK, c'est parce que là, c'est une question de concurrence et tu te jauges par rapport à la concurrence, en fait. Ouais. Alors que, il faut penser en mode de positionnement. Ça veut dire, je me positionne là où, effectivement, il y a un intérêt à apporter, il y a un besoin auquel je peux répondre, et c'est d'y répondre de la manière qui te ressemble. Si tu fais les choses de la manière qui te ressemble, à moins d'être comme toi, personne ne pourra faire comme toi. Et donc, c'est pour ça que plus tu vas pouvoir insuffler de toi dans ton activité, et moins on pourra le copier, en fait. Et c'est sur des choses parfois assez simples, on va dire. C'est-à-dire que
si dans ta personnalité, par exemple, tu es quelqu'un qui sait être au service des gens, dans ce cas-là, l'ADN qu'il y aura dans ta marque, c'est tu vas savoir apporter un service incroyable, en fait, si c'est ça que tu sais faire. Si tu sais, par exemple, je ne sais pas, apporter de la créativité dans ce que tu fais, quelque chose de simple va être plus créatif comparé à d'autres gens. Et la personne qui va vouloir te copier, en fait, si elle n'a pas ta créativité, elle va galérer, en fait. Tu vois? Donc, en fait, c'est plus tu vas te connaître, plus tu vas mettre des ingrédients comme ça dans ton activité, et plus ton activité va te ressembler à toi et à personne d'autre. Et les gens, ils vont venir te voir toi, parce que c'est toi, en fait. Et peut-être qu'ils iront voir d'autres personnes parce que c'est l'autre personne, mais on n'est pas là pour convaincre tout le monde. On est là pour fédérer les personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et plus nous, on y croit et on est aligné à tout ça, et plus les gens ils vont être convaincus aussi. Mais c'est toi qui dois être déjà convaincu de ce que tu apportes. Ok, c'est vrai, pas fou. Mais en tout cas, merci beaucoup. Dorian, mais en tout cas, ouais, l'idée, c'est de se poser en fait sur les freins et de regarder en fait concrètement, est-ce que ce sont des choses qui sont voilà, quel est le besoin qu'il y a derrière et comment est-ce que je peux y répondre. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. De rien, avec plaisir. Du coup, je vois Kani qui avait levé la main donc, depuis tout à l'heure. Ouais, je laisse la parole à Kani. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? J'entends très bien. Ah, super. Tout d'abord, merci pour cette présentation. C'était super intéressant, super inspirant. Clairement, ça motive à fond d'aller ouvrir sa boîte. Ça paraît pas simple, mais en tout cas plus accessible que ce qu'on peut imaginer. Donc moi, j'ai 2-3 questions. La première, c'est concernant la femme entrepreneur, parce que je vois qu'il y a un accompagnement spécifique pour les femmes. Les femmes, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, elles sont quoi, 4-5% en France. Est-ce qu'il y a un manque de crédibilité quand on essaie de se lancer en tant que femme? Déjà, ça, c'est ma première question. Ouais. Pourquoi cibler les femmes dans l'accompagnement? Ça veut dire qu'il y a peut-être un besoin à ce niveau-là. Donc, ce serait pour savoir ce que c'est. Alors, je n'ai pas pris stylo, je voulais noter, mais je vais peut-être te redemander de répéter ta question si je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, alors, est-ce qu'il y a un manque de… En fait, ça se fait à 2 niveaux. En fait, il y a la société, comment elle est faite. C'est une société qui a toujours été faite sous le regard des hommes. Donc, avec le fait que les hommes aient la place et leur place et pas forcément la femme. C'est-à-dire qu'on a dû se battre en tant que femme pour avoir notre place. Et il y a encore des choses qui sont en train d'évoluer. Et voilà, il y a beaucoup d'avancées, mais il y a aussi beaucoup de travail. Donc, il y a il y a ces croyances déjà qui sont déjà en place dans l'esprit des gens par rapport à la femme entrepreneur et sa capacité à accomplir des choses au même titre que les hommes, en fait. Et on a encore du travail peut-être à accepter que, en fait, même si on le sait, ce dont on a hérité de façon inconsciente nous fait peut-être parfois douter en face quand on voit une femme par rapport à un homme pour faire les choses. Ça, c'est déjà une chose. De l'autre côté, il y a la femme qui a ses croyances aussi et qui, quand elle va aborder les choses, si elle a ses problématiques de femme, elle va venir avec ses freins de femme, en fait. Et je le vois beaucoup, par exemple, en prise de parole en public, où ce qui revient systématiquement, c'est voilà, dans l'éducation, on m'a toujours dit, voilà, voilà, que je ne pouvais pas prendre la parole, je ne pouvais pas faire telle ou telle chose en tant que femme. Ça, en fait, ça conditionne et on a du mal, on va dire, à se positionner. Quand on veut faire quelque chose, on a du mal à se dire, OK, je suis légitime, je me mets là parce que j'ai le droit et parce que c'est OK et j'assume ça. Et il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à le faire. Donc, il y a nous aussi, à notre niveau, un travail à faire. Moi, j'ai dû me poser la question. J'ai fait beaucoup de choses et beaucoup de choses là où on n'attend pas les femmes. Et j'ai dû me poser la question à un moment donné, qu'est-ce que moi je fais et que peut-être d'autres femmes ne font pas. Et je me suis rendu compte que moi, quand j'aborde quelque chose, je n'y vais pas en me disant que je le fais parce que je suis une femme, en fait. Je suis juste Niakale qui a des convictions, qui a envie d'aller faire telle ou telle chose et qui va les faire.
Et du coup, je les vois même pas. Du coup, je ne prends pas en compte en fait tous ces freins-là et je me donne juste les moyens d'y arriver. Et puis c'est tout. Et quand j'ai fait du taekwondo, je me suis beaucoup entraîné avec les garçons parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes et les femmes qui étaient là n'avaient pas forcément mon niveau. Et moi, si je veux progresser, je dois m'entraîner avec des personnes meilleures que moi. Et puis, je me suis entraîné avec les garçons. Et j'ai dû me dire, si je viens en disant je suis une fille qui combat avec des garçons, je vais venir avec ces freins de ils sont plus forts. Moi, je suis juste venu en disant c'est l'objectif, je dois les battre, donc je fais tout pour les battre. Je me suis beaucoup fait taper, mais j'en ai tapé au passage. Donc voilà, moi, c'est ce que je retiens en me disant que c'est pas pour me la raconter ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour dire que quand on y va à fond dans ce qu'on a à faire et dans notre mission, au passage, on fait mentir les statistiques, on fait mentir les choses, en fait. Non, clairement. Donc, je crois que ça répond aussi peut-être à ta Oui. deuxième question. Ma deuxième question, elle a rien à voir, c'est autre chose, mais là, du coup, vous avez répondu à ma première question. Je vais être rapide. En fait, c'est pour rebondir un petit peu sur ce qu'Elena elle a dit, dans le sens où quand on a déjà l'idée, non, on n'a pas l'idée, justement, on a cette âme d'entrepreneur, on veut se lancer, on sait que c'est ce qui est fait pour nous, mais il n'y a aucune idée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un service, un produit, comment se lancer, on l'a plus ou moins compris, mais le projet en lui-même, il est compliqué à définir, mais toute la volonté d'être entrepreneur, on l'a. Donc là, c'est plus compliqué de se lancer, du coup. J'ai envie de te dire, en fait, que tu as la base. Ça veut dire que tu as la base. La base, c'est tu sais que c'est ça que tu veux faire et que ça te prend aux tripes. Tu sais que c'est ça. Ça, c'est la base. Moi, c'est les entrepreneurs. C'est la première chose sur laquelle je travaille avec les entrepreneurs. Pourquoi tu veux le faire et à quel point c'est ça que tu veux faire. Parce que c'est ça qui va nous faire nous lever le matin. Hein. Quand on sera fatigué et que le cerveau il va nous jouer des tours, c'est ce qui se passe dans les tripes qui va nous dire non, mais en fait, tu ne peux pas. On sait trop pourquoi on est là pour y aller. Donc, tu as déjà ça. Après, le reste, on met beaucoup l'accent sur l'idée, comme si l'entrepreneuriat, c'est une question d'idée. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est tu as une image de quelque chose qui émerge dans ton cerveau. À partir du moment où tu l'exécutes, ce n'est plus une idée déjà. C'est un projet. Donc, en fait, l'idée, déjà, elle ne dure pas. Et franchement, si on devait compter le nombre d'idées qu'on a dans la tête, on en a énormément qui fusent. Donc, on n'est pas à une idée près. Donc, il ne s'agit pas de l'idée, en fait, à proprement parler. Par contre, effectivement, il faut avoir quelque chose à proposer. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire le bilan, déjà, de qu'est-ce qu'on sait faire, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de Ikigai. C'est un concept japonais. C'est un concept japonais, en fait. C'est comme un art de vivre qui dit que si on veut faire quelque chose qui nous... c'est un peu notre raison d'être et qui se base en fait pour avoir un équilibre sur 4 aspects. Sur ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, sur qui on veut impacter, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde et comment on peut être payé pour ça. Et en gros, moi je m'appuie sur ça aussi dans mes accompagnements, mais si on a quelque chose qui intègre ces 4-là, en fait, on peut trouver quelque chose dans lequel se lancer, en fait. Et moi, ce que je dirais, c'est de se poser sur qu'est-ce que tu sais faire, en fait. Qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu sais faire facilement. Moi, je vais te donner un exercice, tu vois, que je donne parfois aux personnes que j'accompagne. Prends une liste de 15 personnes autour de toi et tu leur demandes si vous deviez me solliciter pour quelque chose, vous me solliciteriez pourquoi, pour quel type de choses? Et ils vont faire des retours. Moi, quand j'avais fait cet exercice, les retours que j'avais, c'était s'il y a besoin d'un avis honnête, je viendrai te voir. S'il y a besoin d'avoir un regard objectif sur quelque chose, je viendrai te voir. Et s'il y a besoin de te confier quelque chose, je viendrai te voir. Et en fait, c'est ce qui est revenu le plus. Et ça m'a permis de me dire quoi? Ça m'a permis de me dire, d'accord, donc en fait, ma parole, elle a de la valeur pour les gens. Et ça m'a permis de me dire, OK, les gens, ils ont confiance en moi pour me confier quelque chose. Et en plus, je sais prendre les choses avec du recul. En fait, quand on accompagne les gens, c'est tout ce qu'on fait, en fait. Et c'est ce que je faisais déjà. Et c'est comme ça que j'ai pu voir, OK, donc il y a quelque chose dans l'accompagnement à faire. Et j'ai pu me lancer, en fait. Donc, c'est comme ça, en fait, que tu vas voir pourquoi les gens, ils te solliciteraient. Et éventuellement, pour quel type de choses ils seraient prêts à te payer. Parce que si tu es la bonne personne, les gens, ils seront prêts à te payer pour ça. Ça, c'est un exercice que tu peux faire. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Je vais quand même laisser la parole aux autres. Mais merci encore. De rien, avec plaisir. Du coup, je vois plus de mains levées.
je ne sais pas si, si dans ce cas-là, si vous n'avez plus de questions, avant de conclure, parce que c'est ce que l'intervenante, donc Madame Placio, va pouvoir faire, je tiens à vous remercier donc sincèrement pour votre intervention. C'était riche d'enseignements et c'était vraiment enrichissant, même pour moi qui vous connais très personnellement, donc j'en ai pas mal appris aussi. Donc voilà, encore merci beaucoup et du coup je laisse la parole à Madame Platio. Très bien, mais écoutez, merci effectivement, merci Madame Sissoko pour cette intervention de qualité et comme l'a dit Aïsseta, riche d'enseignements pour nos jeunes. Hein, on sent que vraiment vous avez eu à cœur de partager votre expérience, votre vécu. Ces conseils pratiques, je pense, sont très très importants pour nos jeunes. Ça va, je pense, leur donner confiance, leur permettre justement aussi de se poser les bonnes questions. J'ai noté aussi un certain nombre de messages qui sont importants, hein, l'importance d'être soi-même, l'importance de donner pour obtenir, d'expérimenter, de tester, hein, avec ce fameux business model Canva aussi, hein, qui permet justement de passer par de l'expérimentation, de sortir de sa zone de confort. Hein. Tout ça, ce sont des messages très, 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 très forts, très, très importants que vous avez pu leur transmettre et je vous en remercie. Alors, je ne vois Oui, plus je vois Madame. plus non plus. Je pense qu'elle a dû être déconnectée ou je sais pas. Je sais pas. Voyez? Non, Vous voyez pas? Alors, Madame Sissoko, vous êtes avec nous? Non, j'ai vu l'onglet fermeture, donc il me semble qu'elle est plus là. Peut-être qu'elle va se reconnecter. Ah, elle est là. Voilà. Ouais, Manip, je suis vraiment désolée. Oui, c'est pas grave. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu l'ensemble de mon propos. En tout cas, c'était vraiment pour vous remercier de vos conseils, des messages que vous avez pu prodiguer aux étudiants. Je pense que c'est vraiment important pour eux. Beaucoup sont dans cette logique d'entrepreneuriat, souhaiteraient entreprendre. Et comme vous l'avez bien dit, il y a souvent beaucoup de freins. Et je pense que votre intervention a permis de bien mettre, de bien voilà, révéler les freins qui peuvent être et comment justement, entretenir ou développer un mindset de manière à pouvoir entreprendre et réaliser leur rêve, entre guillemets, hein, au-delà de l'idée d'avoir un vrai projet et de pouvoir entreprendre s'ils le souhaitent. Alors un grand merci aussi à l'équipe organisatrice et puis aux étudiants qui ont assisté et qui ont participé à cette conférence. Donc je vous souhaite à tous une très belle soirée et encore merci à tous pour cette conférence. Super. Merci. Merci à vous tous. Merci, bonne soirée. Je ne sais pas si Bonne j'avais un soirée. petit mot, si je pouvais dire un petit mot, parce que